2026 vient de passer de mal en pis pour la Russie. Cette année devait être celle de la chute du Donbass. L'Ukraine serait contrainte de négocier la paix avec Poutine en position de force et, avec un peu de chance, les États-Unis resteraient convaincus que l'effondrement de l'Ukraine était inévitable. Plus de pression serait exercée sur Kiev. Poutine obtiendrait tout ce qu'il voulait. Quelle différence en 7 mois! L'année ne s'est pas du tout passée comme Poutine l'avait prévu. Si vous pensiez que 2026 était déjà mauvaise pour la Russie, les États-Unis viennent d'aggraver la situation. La seule chose que la Russie redoutait que les États-Unis fassent vient d'être faite. Et pour ne rien arranger pour Poutine, nous assistons peut-être à une nouvelle ère dans la relation entre les États-Unis et l'Ukraine. Quelques heures après les funérailles du sénateur Lindsey Graham, le Sénat américain a tenu un vote historique sur un projet de loi portant le nom de Graham. Présenté et défendu par Graham il y a plusieurs mois, le projet de loi donnerait au président américain Donald Trump le pouvoir d'imposer de lourds droits de douane à tout pays achetant du pétrole ou des produits énergétiques à la Russie. Le projet de loi a été adopté par 86 voix contre 12. Et avec ce vote, le projet de loi du sénateur Graham a franchi la première étape, et peut-être la plus importante, vers sa concrétisation. C'est l'héritage de Graham. Il a longtemps été l'un des plus fidèles défenseurs de l'Ukraine au Sénat. Il a constamment pressé Trump d'agir davantage, conscient des dégâts subis par l'Ukraine en laissant la Russie gagner des milliards grâce à sa flotte fantôme pétrolière. Aujourd'hui, moins d'un mois après sa disparition tragique à l'âge de 71 ans, à la suite d'une rupture aortique, le projet de loi de Graham avance vers l'adoption, ce qui rend cette année déjà terrible pour la Russie encore plus dévastatrice. Attends, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Poutine n'a pas d'âme. Avant que nous n'entrions dans le détail de ce que fait ce projet de loi et pourquoi il est important, il y a un bémol à tout cela. L'adoption par le Sénat n'est qu'une première étape, d'autres suivront. Euromaidan Press affirme que ce vote initial était symbolique. Le Sénat doit quitter Washington le 7 août et il ne reviendra pas avant un mois. D'autres votes sont prévus au Sénat avant l'adoption officielle du projet de loi, qui doit aussi passer par la Chambre des représentants absente jusqu'au 31 août. La Chambre a déjà adopté un projet de loi semblable à celui qui vient de franchir une première étape au Sénat. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Le point positif est qu'il y a une volonté claire à la Chambre de punir la Russie. Cependant, des retards sont possibles car les deux versions du projet de loi doivent être harmonisées. Les tarifs ne seront pas appliqués tout de suite, mais semblent désormais inévitables. Politico rapportait que le projet de loi de Graham compte déjà 62 co-signataires. Il est largement attendu que le projet de loi soit adopté au prochain vote au Sénat, puis introduit à la Chambre des représentants, où son adoption semble probable. La situation est compliquée par la confusion sur l'ampleur des tarifs que le projet de loi autorisera Trump à imposer à la Russie. Dans son rapport sur l'adoption initiale du projet de loi, Euromaidan Press indique que Trump pourra imposer des tarifs allant jusqu'à 500%. Cela indique que le projet de loi a été adopté tel que rédigé par Graham et le sénateur démocrate Richard Blumenthal. The Guardian ajoute des détails et cite Peter Welch, démocrate du Vermont, qui déclare « D'abord, il permet à l'exécutif d'imposer jusqu'à 100% de droits de douane aux 5 principaux acheteurs de pétrole et de gaz russes. Deuxièmement, il permet à l'exécutif d'imposer des droits de douane de 100% sur les 5 principaux pays facilitant le contournement des sanctions sur le pétrole russe. Il ne s'agit pas seulement des acheteurs, mais aussi des intermédiaires. Tout cela est un peu confus, mais ce casse-tête de chiffres est clarifié par un article de United 1924 du 28 juillet, qui indique que les deux chiffres, 500% et 100%, sont corrects. Comment? Le projet de loi de Graham permet à Trump d'imposer un tarif de base de 500% sur toutes les importations russes aux États-Unis, ainsi que le tarif de 100% contre les 5 plus grands acheteurs de pétrole russe que Welch mentionne. Donc c'est un projet de loi à double menace. La Russie devra payer davantage pour ses exportations vers les États-Unis, mais cette mesure reste surtout symbolique, car les importations américaines depuis la Russie n'étaient que de 3,8 milliards en 2025. Cependant, les droits de douane de 500% sont un revers pour Poutine, qui cherche à normaliser les relations commerciales avec les États-Unis. Des droits de douane de 100% seront imposés aux pays achetant du pétrole russe. Et avec cela, Poutine vient de se prendre un coup si puissant qu'il doit maintenant réaliser que les États-Unis ne sont pas du côté de la Russie. C'est le plus grand soutien à l'Ukraine vu au Sénat depuis l'arrivée de Trump à la présidence. Cela repose sur le réchauffement des relations entre les États-Unis et l'Ukraine après 19 mois difficiles. Donc, voilà l'essentiel. Le projet de loi a été adopté, une étape clé avec un soutien énorme, et cela permet à Trump d'imposer des droits de douane. Comment le projet de loi de Graham fonctionnera-t-il concrètement s'il franchit les derniers obstacles?
Ce projet de loi ne sanctionne pas directement la Russie. On pourrait dire que les États-Unis n'ont pas à le faire. Depuis l'invasion de Poutine, les États-Unis, l'Union européenne, le Canada, le Royaume-Uni et d'autres pays ont mis en place 23 960 sanctions contre la Russie. Les États-Unis dominent par le nombre total de sanctions approuvées, avec 6 441 depuis le début de la guerre et 7 392 en incluant les sanctions mises en place avant l'invasion à grande échelle. En réalité, ce nouveau projet de loi vise à punir ceux qui ont permis à Poutine de maintenir sa machine de guerre en marche grâce à leurs achats de pétrole et de gaz russe pour plusieurs milliards de dollars. Ici, il s'agit en réalité de sanctions secondaires. Grâce à ces sanctions, les États-Unis punissent indirectement la Russie en taxant les pays commerçant directement avec elle. L'idée est de forcer les acheteurs de pétrole russe à faire un choix difficile. Vont-ils poursuivre l'achat de pétrole russe en sachant que cela rendra leur relation commerciale avec les États-Unis extrêmement difficile? Ou céder à la pression américaine et cesser ses achats? Ils paient plus le pétrole, mais gardent de meilleures relations commerciales avec les États-Unis. Le choix dépendra du compromis pour les 5 nations concernées. Le commerce avec les États-Unis leur rapporte-t-il plus que les économies sur le pétrole russe? Si la réponse est oui, alors le projet de loi de Graham sera extrêmement efficace. Parlons maintenant d'argent. Après tout, c'est de cela qu'il s'agit vraiment dans ce projet de loi. Les États-Unis souhaitent renforcer leur action pour limiter les revenus pétroliers de la Russie, ce qui constitue une bouée économique essentielle permettant à Poutine de poursuivre la guerre contre l'Ukraine. La Russie pense qu'elle gagnera beaucoup d'argent grâce au pétrole en 2026. Le Kremlin a prévu 113,7 milliards de dollars de revenus provenant du pétrole et du gaz. Selon la Russie, une grande part de cette somme irait aux dépenses de défense de Poutine. Qu'importe l'exactitude de cette prévision, les États-Unis veulent ramener plus de 100 milliards à seulement quelques milliards provenant des petits clients de la Russie. L'Amérique imposera des droits de douane jusqu'à 100% aux 5 principaux acheteurs. Selon le Center for Research on Energy and Clean Air, les 5 plus gros acheteurs actuellement sont la Chine, l'Inde, la Turquie, l'Union européenne et le Myanmar, si l'on parle uniquement de pétrole brut. Si des produits pétroliers comme les carburants sont inclus dans le projet de loi de Graham, cela pourrait donc inclure le Brésil, Singapour et l'Arabie saoudite. Un problème se pose. Beaucoup de ces nations sont alliées des États-Unis, de l'Ukraine ou des deux. La Turquie est membre de l'OTAN. L'Arabie saoudite a des accords de défense avec les États-Unis et l'Ukraine. Et les membres de l'Union européenne soutiennent majoritairement l'Ukraine et sont des alliés des États-Unis. Si les États-Unis appliquent ce projet de loi, ils puniront certains alliés. Toutefois, l'Union européenne diminue sa consommation de pétrole russe. Ce projet de loi cible surtout les 2 principaux acheteurs, la Chine et l'Inde. Ensemble, ces 2 nations représentaient 86% des ventes de pétrole brut de la Russie en juin. En supposant que le projet de loi de Graham soit adopté, les 2 sont maintenant confrontés au choix difficile que nous avons mentionné. Les États-Unis parient que le choix ne sera pas trop difficile. Les importations de biens indiens aux États-Unis se sont élevées à 103,8 milliards de dollars en 2025, selon le représentant américain au commerce. Les revenus des importations venant de Chine étaient encore plus élevés, atteignant 308,4 milliards de dollars en 2025. Les prévisions de revenus pétroliers et gaziers annuels de la Russie restent bien inférieures aux exportations chinoises vers les États-Unis. Seulement 10 milliards de dollars de plus que ce que l'Inde gagne. Autrement dit, malgré le pétrole bon marché, le commerce avec les États-Unis reste plus avantageux pour les deux. Du moins, c'est sur cela que les États-Unis misent avec leur nouvelle loi. L'Ukraine espère maintenant que ce pari portera ses fruits. Poutine est en train de paniquer. La Russie vient d'être mise sur la défensive par une décision qui a sans doute étonné aussi de nombreux Ukrainiens. 2026 va être une année encore pire qu'on ne le pensait pour la Russie. Et c'était déjà très mal parti. Ce qui va surtout inquiéter Poutine, c'est que ce projet de loi marque une nouvelle ère entre les États-Unis et l'Ukraine. L'adoption du projet de loi Graham n'est pas inattendue. C'est le dernier signe du rapprochement entre l'Ukraine et les États-Unis contre la Russie. Avant d'aller plus loin, voici les missions militaires. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes de retour avec nous? Parfait. Regardons les États-Unis et l'Ukraine. Le projet de loi de Graham a été adopté alors que le président ukrainien Zelensky rencontrait Donald Trump à la Maison-Blanche. La photographie des 2 dirigeants tout sourire lors de la réunion nous montre que l'ambiance entre eux est très différente de ce qu'elle était il y a seulement 1 an. Ces sourires seront comme des poignards dans le cœur de Poutine. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics.
Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Les déclarations de Zelensky après la réunion. Le président et moi avons parlé des licences pour produire les intercepteurs patriotes et d'autres idées utiles. Nous avons aussi évoqué la diplomatie. Il est essentiel de relancer le processus diplomatique, a affirmé Zelensky sur X, après que Trump a autorisé des licences pour la technologie patriote à l'Ukraine. Ce qui permet à l'Ukraine de fabriquer peut-être l'arme la plus importante de son arsenal. La production de patriotes en Ukraine progresse effectivement. Le Kyiv Post rapporte que Zelensky a rencontré des représentants de Lockheed Martin lors de sa visite. C'est l'une des entreprises impliquées dans la production des missiles Patriot. Zelensky a aussi mentionné que Raytheon souhaite produire des missiles Patriot avec l'Ukraine, renforçant ainsi son intégration à l'industrie de défense américaine. Après la visite de Zelensky aux États-Unis, il a été rapporté que l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et Jared Kushner, le gendre de Trump, ont accepté de se rendre pour la première fois en Ukraine, probablement pour discuter de ce qui doit se passer ensuite dans les négociations de paix. C'est pas ce que Poutine veut voir. Les États-Unis et l'Ukraine sont censés être à couteau tiré. Ils l'ont longtemps été, car la stratégie de Poutine consistant à diviser pour régner semblait fonctionner. Dès presque le début du mandat de Trump, sa relation avec Zelensky a été houleuse. En février 2025, la désormais tristement célèbre et désastreuse visite de Zelensky à la Maison-Blanche a vu sa relation avec Trump presque imploser. Peu après, les États-Unis ont cessé l'aide militaire et le partage de renseignements avec l'Ukraine, même si les deux ont été réactivés relativement rapidement. Depuis, nous avons connu des hauts et des bas avec ces deux dirigeants. Trump a plusieurs fois traité Zelensky de dictateur et il a incité l'Ukraine à céder des zones clés à la Russie. Trump a aussi eu des réunions, en personne et par téléphone, avec Poutine. Tout cela a joué contre l'Ukraine. Mais 2026 a marqué un tournant. En juin, Trump a qualifié Zelensky de courageux. Trump a ensuite salué la stratégie de longue portée de l'Ukraine. Nous voyons désormais d'importants projets de loi adoptés et des licences patriotes approuvées. Des licences patriotes accordées et des liens diplomatiques plus forts que jamais. Les sourires en disent long. Les États-Unis sont plus fermement aux côtés de l'Ukraine qu'à n'importe quel moment depuis que Trump est devenu président, car son administration croit maintenant que l'Ukraine peut gagner contre la Russie. Le château de cartes que Vladimir Poutine a mis si longtemps à bâtir s'est soudainement effondré. Maintenant, tout ce que le dirigeant russe peut faire, c'est regarder et espérer. Un projet de loi menaçant la principale source de revenus de la Russie a passé une première étape au Sénat. Il est certain qu'il franchira les prochaines étapes, soyons honnêtes. Trump aime imposer des droits de douane. Que Trump ait la justification légale et marque des points contre la Chine et l'Inde accentue les inquiétudes de Poutine. Grâce à ce projet de loi, Trump dispose d'un moyen de pression sur tout le monde. Et en supposant que 2026 soit l'année où le projet de loi de Graham devienne loi, cela signifiera que cette année aura été la seule chose à laquelle Poutine ne s'attendait pas lorsque la Russie a célébré la nouvelle année. Un véritable et total chaos. L'offensive de printemps et d'été de la Russie a été désastreuse en termes de pertes. La Russie a perdu 30 000 à 34 000 hommes chaque mois durant les 5 premiers mois de l'année. Le mois de juin a établi un record. Alors que l'offensive russe s'effondrait, les forces de Poutine ont perdu encore 39 490 soldats, ce qui dépasse largement le nombre de soldats volontaires que la Russie recrute chaque mois. Les pertes sont si élevées que Poutine est poussé vers une mobilisation. Potentiellement jusqu'à 500 000 réservistes, ce qui retournera presque à coup sûr son peuple, déjà las de la guerre, contre lui. Il y a une raison pour laquelle Poutine veut attendre la fin des prochaines élections à la Douma d'État avant de prendre cette décision. La mobilisation sera la chose la plus impopulaire qu'il ait faite à son propre pays depuis le lancement de son invasion. Toutes ces pertes n'ont pas compté pour grand-chose non plus.
Le rythme d'avancée de la Russie est ridiculement lent, très loin derrière celui de n'importe quelle autre période de la guerre. Le 3 juillet, Al Jazeera a rapporté qu'il faudrait à la Russie pas moins de 14 années supplémentaires, rien que pour prendre la région de Donetsk, en supposant que ces forces maintiennent leur pitoyable rythme d'avancée du mois de juin, qui n'était que de 1,03 km² par jour. Les chiffres paraissent encore pires lorsqu'on les examine d'une année sur l'autre. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, la période entre décembre 2025 et mai 2026 a vu la Russie enregistrer un gain territorial net de seulement 40,64 km². Cela représente seulement 7,87% des 515,84 km² que la Russie avait conquis pendant la même période l'année précédente. L'Ukraine a largement contribué à ces chiffres, lançant ses contre-attaques dès février, ce qui a permis de libérer plus de 600 km². Ainsi, les soldats russes meurent en nombre record, sans rien obtenir en retour. Comme nous l'avons dit, mauvaise année, et la situation empire en y regardant de près. La Crimée est isolée par des frappes à moyenne portée sur les territoires occupés et des attaques contre la flotte fantôme en mer Noire et d'Azov. La mainmise de Poutine sur cette péninsule est un symbole dont il se sert pour présenter la Russie comme dominante face à l'Ukraine. Cette emprise s'affaiblit. La Crimée n'a jamais été aussi près d'être libérée, et l'Ukraine n'a même pas eu besoin de lancer une contre-invasion. Cette péninsule connaît également une crise du carburant à la suite des frappes ukrainiennes. Et ce problème s'est étendu à presque toute la Russie. Les stations-service ferment, et devant celles qui restent ouvertes, les files d'attente s'étirent sur des kilomètres. L'Ukraine a brillamment mené des frappes à longue portée contre les raffineries russes, au point où la production de carburant russe a chuté de 40%. Le Kremlin a dû restreindre les exportations pour protéger l'approvisionnement intérieur. En matière d'attaque à longue portée, l'Ukraine diversifie ses cibles comme jamais. Outre les sites militaires et les raffineries, l'Ukraine détruit aussi les entrepôts de Wildberries, la principale plateforme de vente en ligne en Russie. La plateforme est connue pour avoir hébergé du matériel militaire, des drones et des composants à double usage pouvant être utilisés par des soldats russes. Poutine a été exposé par ces frappes et ne peut protéger les sites ciblés par l'Ukraine, ce que le peuple russe sait. Et maintenant, en plus de tout cela, il y a le projet de loi de Graham, le dernier clou dans le cercueil que l'Ukraine a préparé pour la Russie. Poutine devient de plus en plus désespéré, car il est évident que toutes ces tentatives pour affaiblir le soutien à l'Ukraine, tant de la part des États-Unis que de l'ensemble de l'Occident, ont échoué. Tout ce qu'il peut faire, c'est lancer des affirmations pathétiques selon lesquelles l'Ukraine va s'effondrer. Le 26 juillet, Poutine a déclaré « Je suis convaincu que l'Ukraine finira par perdre ses terres occidentales et que celles qui appartenaient à la Pologne, à la Hongrie, à la Roumanie y reviendront un jour, peut-être pas demain, pas après-demain, mais dans un an ou deux, dans 10 ans ou 15 ans. Mais à l'échelle de l'histoire, tout rentrera dans l'ordre. Ce sont les élucubrations d'un homme refusant la réalité. La Russie ne va pas devenir forte. La guerre de Poutine l'a affaiblie par rapport à il y a 5 ans. Poutine n'a plus l'avantage. Il a perdu toute son influence sur les États-Unis. L'Ukraine est plus intégrée que jamais à la défense occidentale. Mais encore plus de difficultés financières s'annoncent si le projet de loi de Graham est adopté par le Sénat et la Chambre. Poutine subit une forte pression et répond uniquement par des mensonges sur la prétendue invincibilité de la Russie. Ta pseudo-histoire ne te sauvera pas cette fois, Poutine. Tout ce que tu redoutais des États-Unis se réalise. Et l'Ukraine vient de faire un bond gigantesque vers la fin définitive de ton invasion. Au cours des 3 dernières années de la guerre, la grande transformation du conflit en Ukraine a été le modeste drone FPV. L'Ukraine a transformé un quadricoptère de 500 $ en l'une des armes les plus redoutées sur la ligne de front. Toutes les grandes armées ont passé 2 ans à tenter de rattraper leur retard, mais les États-Unis n'observent plus seulement aux coulisses. Ils ont commencé à importer activement ces tactiques et doctrines. Le manuel de fabrication, parfois les entreprises de drones et les concepteurs de ce style de guerre dans les tranchées du Donbass. Mais en creusant davantage, les États-Unis ne se contentent pas de copier le travail de l'Ukraine, mais prennent l'idée géniale de l'Ukraine et en font quelque chose d'encore meilleur. Alors commençons par le début, car nous ne pouvons pas comprendre ce que font les États-Unis aujourd'hui sans savoir ce que l'Ukraine a d'abord été obligée d'inventer. Lorsque la Russie a franchi la frontière en 2022, l'Ukraine manquait de stocks d'artillerie, de forces aériennes, ni de formations blindées pour affronter la Russie à armes égales. L'Ukraine possédait une culture technologique civile décentralisée, très créative, née du désespoir, et devait impérativement faire en sorte que les soldats russes aient peur de bouger. La réponse a été les drones FPV, que les amateurs faisaient voler sur des parcours d'obstacles chez eux, ou utilisaient pour des photos de mariage.
En attachant une ogive à un quadricoptère et en plaçant un soldat dans une tranchée, quelques kilomètres en arrière, muni de lunettes vidéo, on obtient soudainement une munition guidée de précision, moins coûteuse que la plupart des autres armes. Et cette arme peut repérer et peut-être même détruire un char à travers une ligne d'arbres. Et l'économie d'une guerre où les drones dominent influence directement les discussions au sein du Pentagone. En avril 2025, certaines estimations suggéraient que les drones étaient responsables de 80% des pertes russes. Dans certaines zones du front, cette statistique grimpe jusqu'à 90%. 9 pertes de véhicules sur 10 sont causées par des drones. Sur le champ de bataille moderne, il n'y a presque plus de cachettes. Chaque route, lisière de forêt ou zone de rassemblement est surveillée par des appareils petits, bon marché et armés. Évidemment, l'Ukraine n'est pas le seul pays à avoir un approvisionnement régulier en drones, car la Russie s'est adaptée et, dans certains cas, a réalisé des avancées significatives dans la guerre des drones. Les drones russes de type FPV et kamikaze ont détruit des chars occidentaux, en particulier le Léopard 2 A6. Comparable au M1 Abrams américain, les pertes de chars ukrainiens comme les Léopards durant la première année de guerre étaient surtout dues à la guerre des drones. Aucun camp n'était à l'abri de voir ces structures ou armes détruites par des drones bon marché et remplaçables. L'Ukraine ne s'est cependant pas arrêtée à bricoler des drones dans un garage. Elle a construit tout un écosystème industriel et bureaucratique autour de cette idée, et cet écosystème est sans doute une exportation plus importante que les drones eux-mêmes. Le ministère ukrainien de la transformation numérique gère Brave One, une plateforme où les commandants de première ligne peuvent choisir parmi des centaines de modèles de drones et commander du matériel, avec une livraison en une semaine, comme sur Amazon. Les unités de drones ukrainiennes filment leurs frappes, gagnent des points selon la valeur des cibles détruites, puis échangent ces points pour obtenir des drones plus avancés sur la même place de marché. Les unités endommagées peuvent être réparées en quelques heures dans des ateliers de première ligne, au lieu de semaines avec la chaîne d'approvisionnement militaire classique. Puis la frappe a amené le monde à considérer le programme de drones ukrainien comme une arme stratégique, et non plus comme une simple nuisance sur le champ de bataille. En juin 2025, l'Ukraine a discrètement introduit un essaim de drones FPV bon marché au cœur du territoire russe, caché dans les toits de conteneurs de fret civil, puis les a lancés à distance contre 5 bases aériennes russes lors de l'opération Toile d'araignée. Les responsables ukrainiens affirment que la frappe a utilisé jusqu'à 117 drones et touché 41 appareils, y compris 2 bombardiers stratégiques Tu-95 et 2 Tu-22. Certains des équipements militaires les plus coûteux et difficiles à remplacer de la Russie. Les dégâts sont estimés à 7 milliards de dollars. Quelle que soit l'ampleur réelle, le message et les conséquences étaient clairs. Des drones bon marché pouvaient désormais menacer des actifs stratégiques à des milliers de kilomètres de toute ligne de front, sans qu'aucun avion piloté ne franchisse de frontières. La Russie a dû changer de stratégie pour protéger ses bases éloignées, allant jusqu'à mettre des pneus sur les avions pour les rendre moins visibles sur les images satellites. Ce conflit ne s'est pas limité à l'Ukraine et la Russie, car ces tactiques ont gagné l'autre grand conflit en cours. The Guardian a rapporté en 2 mai 1026 que le Hezbollah avait adopté des drones FPV à fibre optique au Liban, adaptant explicitement des techniques mises au point en Ukraine pour déjouer la guerre électronique israélienne en des environnements de brouillage les plus sophistiqués au monde. Quand les États-Unis ont affronté l'Iran fin février, Téhéran a riposté avec des salves de drones dans la région, dont beaucoup ont été abattus par les forces américaines et alliées. L'ampleur des attaques américaines a montré qu'il est difficile et coûteux de se défendre contre des systèmes bon marché, produits en masse avec des intercepteurs sophistiqués. Les armes précédemment utilisées par les États-Unis étaient très efficaces pour la préparation au combat, les capacités opérationnelles et la projection de puissance. Mais elles n'étaient pas rentables. Prenons le drone non porté le plus emblématique que possèdent les États-Unis, en juillet 2026. Des responsables américains ont indiqué que plus de 30 drones Reaper MQ-9 avaient été détruits lors d'opérations en Iran. Le dernier rapport indiquait que ces drones coûtaient environ 16 millions de dollars l'unité. Lorsqu'ils sont opposés à des drones jetables à faible coût, l'équilibre des forces favorise l'arme que l'on peut utiliser contre l'ennemi sans craindre pour la sécurité de son investissement. C'est la principale différence entre la façon dont les États-Unis et l'Ukraine mènent leur conflit. Mais comment les États-Unis changent-ils soudainement la donne ? Commençons par la doctrine, car l'armée américaine est en train de jeter par-dessus bord des décennies de sa propre doctrine. Le général Randy George, chef d'état-major de l'armée, a déclaré au Congrès en 2025 que la technologie évolue trop vite pour continuer à miser sur de longs programmes d'acquisition, souvent obsolètes à leur lancement. Le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a également signé une directive en juillet 2025,
ordonnant que chaque escouade de l'armée soit équipée de systèmes sans pilote d'ici là, fin 2026. Il a clairement expliqué pourquoi le Pentagone avait tardé, affirmant que la technologie des drones était la plus grande avancée militaire d'une génération. Quelques changements à petite échelle étaient déjà en cours de mise en œuvre. En janvier 2025, la 3e brigade de la 10e division de montagne de l'armée a déployé 144 drones expérimentaux lors d'une rotation en Allemagne, soit plus que n'importe quelle unité n'en avait jamais amené à un exercice d'entraînement auparavant. Elle a aussi formé 3 compagnies d'assaut de 80 soldats pour agir devant les bataillons, chacune organisée autour d'un peloton de reconnaissance, d'un mortier et d'un de drones dédiés à la surveillance, aux munitions rôdeuses et à la lutte anti-drone. Il a été suggéré que les unités utilisent des drones Ghost d'Anduril, capables de rôder pendant plus d'une heure, ainsi que des systèmes de reconnaissance PWC-100, et des munitions rôdeuses Switchblade 600, qui partagent une ogive avec un missile anti-char Javelin. En même temps, des soldats de la 101e division aéroportée pilotent des drones fabriqués avec des pièces imprimées en 3D, et des troupes de la 10e division de montagne transportent des systèmes Skydio X X2D dans leur sac à dos. L'armée a également créé son premier cours officiel de drone à Fort Rucker, désormais connu sous le nom de Fort Novosel, en août 2025. Un programme de 3 semaines combinant 20 à 25 heures de vol sur simulateur de type jeu vidéo, avec une formation pratique sur des systèmes réels. Des cours sur l'impression 3D et la conception assistée par ordinateur sont proposés, car maintenir ces appareils sur le terrain nécessite de fabriquer des pièces sur place. La directrice du cours, le capitaine Rachel Marty, a qualifié cela d'effort de rattrapage, estimant que les États-Unis étaient en retard mondialement et tentaient agressivement de combler cet écart. Pendant ce temps, le secrétaire de l'armée, Daniel Driscoll, a suggéré que les bataillons doivent devenir plus légers et arrêter d'avancer aussi loin qu'auparavant. La densité montrée par l'Ukraine prouve qu'un char à 10 millions de dollars peut être repéré et détruit par un équipement moins cher qu'une voiture d'occasion. Le corps des marines réalise une version plus rapide et franchement plus artisanale de la même transformation. La 24e unité expéditionnaire des Marines a passé 3 semaines à Camp-le-Jeune à s'entraîner sur le Neros Archer. L'Archer est un quadricoptère de 20 cm construit à El Segundo, en Californie, qui coûte environ 2000 $ et a été approuvé par Blue UAS, garantissant l'absence de composants chinois, qui dominent le marché des drones commerciaux et pourrait affecter la chaîne d'approvisionnement et un conflit plus large entre les États-Unis et la Chine, même par procuration. Le corps des Marines a également passé un contrat d'environ 17 millions de $, pour environ 8000 drones Archer. Ce camp de formation intensive de 3 semaines montre aussi combien les États-Unis doivent rattraper les acteurs déjà présents. La Russie et l'Iran ont eu des années de combats réels pour perfectionner cette compétence. Le corps des marines tente de réduire cette période à 3 semaines, car sinon il devrait envoyer des marines sans défense contre une menace désormais systématiquement utilisée par tout adversaire. Le problème de volume se pose ici. Former des marines et soldats au pilotage de drones est inutile sans assez de drones à distribuer. Le département de la Défense vise à déployer des dizaines de milliers de drones FPV d'ici fin 2026, alors que la Chine et la Russie en produisent des millions chaque année. Il existe un écart important entre le nombre de drones prévus et les ressources humaines et la formation requise pour les piloter. Si l'on donnait des millions de drones demain au corps des marines, tous, sauf quelques milliers, resteraient sur une étagère, faute de suffisamment de marines formées pour les piloter. Le Pentagone a donc injecté de l'argent pour résoudre ces 2 problèmes à la fois. L'armée prévoit d'acquérir au moins 1 million de drones d'ici 2 ou 3 ans. Le Drone Dominance Programme a achevé sa première phase d'évaluation, surnommé le Gantelet, à Fort Benning en février, visant 340 000 petits drones d'attaque déployés dans les unités de combat d'ici là, fin 2027. Et la demande de budget du Pentagone pour l'exercice 2027 a réservé 75 milliards de dollars pour les drones et les systèmes anti-drones, dont 54,6 milliards de dollars transitant par le groupe de travail sur l'autonomie de la défense. Ce n'est plus un programme pilote, c'est le Pentagone qui essaie de construire en quelques années le type de base industrielle de drones que l'Ukraine a créé par nécessité en un hiver. Et si l'argent compte, l'Ukraine incarne quelque chose de bien plus précieux. Avant de commencer, abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité sur la guerre en Ukraine et les évolutions géopolitiques et militaires mondiales. L'Ukraine détient des données sur le fonctionnement précis des drones et les systèmes qu'ils ciblent le mieux. Des années de statistiques et d'images réelles du champ de bataille soutiennent tout cela. Exet a affirmé devant le Sénat avoir approuvé l'envoi de personnel américain supplémentaire en Ukraine pour étudier l'utilisation des drones en attaque et en défense. Le secrétaire d'État Marco Rubio a été encore plus loin lors d'une interview sur Fox News, qualifiant l'armée ukrainienne la plus forte et la plus puissante d'Europe, fondée sur de nouvelles tactiques et techniques forgées sous la pression d'une guerre existentielle.
Des barrages de drones iraniens ont frappé le Moyen-Orient, en réponse aux opérations américaines. L'Ukraine a proposé d'envoyer des drones et des experts pour protéger les bases américaines en Jordanie. Le président Zelensky a aussi évoqué une offre de production de drones de 50 milliards de dollars, avec les États-Unis, restée sans réponse officielle. Il semble donc que les États-Unis tentent de suivre deux voies à la fois, en misant sur la production nationale de drones et des tactiques mixtes pour compenser ces faiblesses. Les tactiques, le personnel et les entreprises de drones ukrainiennes traversent l'Atlantique. Sans accord officiel de production entre les gouvernements américains et ukrainiens, des sociétés ukrainiennes s'implantent aux États-Unis. F-Drones, un fabricant ukrainien, fondé en 2023, qui est devenu un fournisseur majeur des forces ukrainiennes, est ainsi devenu la première entreprise ukrainienne, autorisée par le gouvernement ukrainien, à exporter des drones militaires aux États-Unis. Via sa filiale américaine, Ukrainian Defense Drones, l'entreprise construit sa première usine à Holland, Ohio. Cet investissement est directement soutenu par un contrat du Pentagone, dans le cadre du programme Drone Dominance du département de la Défense, pour une commande initiale de 2000 drones FPV. L'arme clé ici est le drone d'attaque, F-10, de F-Drones, qui a fait ses preuves au combat en Ukraine, et a ensuite pris part à 6 missions pendant la première phase d'évaluation de la domination des drones. L'entreprise apporte également son intercepteur anti-drone, F-7, un système conçu pour traquer et détruire les drones kamikazes bon marché de type Shahed iranien, la même famille d'armes qui a détruit des avions américains au sol en Arabie Saoudite en mars dernier. F-Drone fait partie des 48 entreprises en lice dans la deuxième phase du programme de domination des drones, qui devrait désigner jusqu'à 10 gagnants et pourrait conduire le Pentagone à acheter jusqu'à 60 000 drones de plus. Ces chiffres restent cependant modestes. Le complexe industriel de défense de l'Ukraine est passé d'environ 1 milliard de dollars avant l'invasion à plus de 50 milliards de dollars aujourd'hui. Et le pays prévoit de produire plus de 8 millions de systèmes sans pilote rien qu'en 2026, à comparer aux quelques 3000 drones FPV que les États-Unis ont réussi à produire durant toute l'année 2025. Ainsi, un projet de mémorandum de défense entre les États-Unis et l'Ukraine, rapporté par CBS News, irait encore plus loin, permettant à l'Ukraine d'exporter sa technologie militaire aux États-Unis et de produire des drones via des co-entreprises avec des sociétés américaines. Ainsi, après la doctrine et le personnel, ce sont désormais de vrais fabricants qui entrent en jeu. Mais voici la partie qui nous ramène au début de cette vidéo. Parce que les États-Unis ne font pas que copier l'Ukraine. Il y a des domaines précis où l'ingénierie américaine, la capacité industrielle américaine et la doctrine américaine de la guerre interarmes sont déjà prêtes à reprendre l'idée géniale de l'Ukraine et à la rendre nettement plus meurtrière. La première, ce sont les munitions modulaires, fabriquées à partir des stocks militaires existants, au lieu d'ogives spécialement conçues. Prenez le programme Archer de Nero, autour duquel le corps des Marines s'est organisé. Chaque pièce d'armement militaire a normalement besoin d'un code d'identification du département de la Défense, un DODIC, ce qui nécessite une évaluation technique approfondie et un fabricant dédié avant que les troupes puissent y accéder. Ce processus illustre la lourdeur bureaucratique qui prend des années et que l'Ukraine n'a jamais pu supporter, tandis que le Pentagone n'a jamais su l'accélérer. La réponse du corps des Marines avec l'Archer était presque embarrassante de simplicité. Prendre de l'explosif plastique, C4, et un détonateur électronique standard, tous deux possèdent déjà des numéros du département de la Défense et figurent dans les stocks américains. En énorme quantité, emballer le C4 dans un boîtier, faire passer le détonateur par l'arrière, puis visser. Soit un disque de fragmentation antipersonnel, soit une charge creuse, un pénétrateur à formation explosive à l'avant, selon que la cible est de l'infanterie ou un blindé. Comme l'ogive elle-même ne contient aucun explosif tant qu'elle n'est pas assemblée, elle n'a jamais eu besoin de son propre numéro déodique. Et les Marines n'ont jamais eu à réapprendre à manipuler une nouvelle catégorie d'explosifs, puisqu'ils s'entraînent déjà en permanence avec du C4. Cette unique solution de contournement a permis au corps des Marines de passer de l'idée de cette arme à une capacité opérationnelle de tir réelle à Caen-le-Jeune en un peu plus d'1 an, soit moins de temps qu'il n'en faut souvent à l'armée pour obtenir une arme de rechange. Pièce en rupture de stock. Solution typiquement américaine. En exploitant une chaîne logistique mondiale standardisée, pour contourner un goulot d'étranglement, au lieu de concurrencer la Russie et la Chine en production, unité par unité. La seconde résiste au brouillage, grâce à des liaisons de contrôle analogiques et fibres optiques volontairement anciennes. L'environnement de guerre électronique en Ukraine face à la Russie est parmi les plus denses et sophistiqués, les deux camps ayant appris que les systèmes de contrôle et caméras numériques, bien qu'ils soient plus précis, ils tombent en panne dès qu'ils sont brouillés. La plateforme Archer utilise volontairement une caméra et un système de commande analogique plutôt que numérique, qui se dégrade lentement sous le brouillage. Au lieu d'une coupure brutale, cela laisse à l'opérateur plus de temps pour ramener le drone ou finir une frappe, même en environnement électromagnétique contesté.
En fait, les forces ukrainiennes et russes ont adopté des drones à fibre optique pour la même raison, puisque le fil physique ne peut pas être brouillé du tout. Et les unités américaines testent déjà cette même approche à fibre optique, avec des variantes de l'archer à fibre optique dévoilées fin 2025. Associer cette résilience à l'investissement bien supérieur de l'Amérique dans la recherche sur la guerre électronique et le renseignement électromagnétique, développé sur des décennies avec un budget de défense et de recherche bien supérieur à celui de l'Ukraine ou de la Russie, c'est un domaine où les États-Unis peuvent prolonger ce que l'Ukraine a commencé, au lieu de la copier. Troisième point, le guidage autonome. Ce qui est vraiment un avantage en intelligence artificielle et en ingénierie de précision, que les États-Unis sont particulièrement bien placés pour exploiter. Les drones FPV de l'Ukraine sont majoritairement pilotés manuellement, ce qui signifie que leur efficacité est limitée par les compétences d'un opérateur individuel qui regarde un flux vidéo analogique. Mais l'intercepteur F7, que F-Drone construit actuellement dans l'Ohio, montre la direction que cela va prendre ensuite. Pendant la phase terminale d'un engagement, le pilote ne contrôle que la vitesse du drone, tandis qu'un guidage automatique gère tout le reste, permettant à une cellule bon marché de s'orienter vers une cible avec une précision indépendante du temps de réaction ou du sang-froid humain sous le feu. En combinant cette autonomie embarquée à la base de semi-conducteurs américaines à son écosystème de recherche en vision par ordinateur, grâce à son vivier bien plus vaste de talents en ingénierie logicielle que l'Ukraine ou la Russie, les États-Unis peuvent largement surpasser l'essaim piloté manuellement dans ce domaine. La quatrième est la discipline de déconfliction interarmes. Ce sujet, très technique, est pourtant l'un des plus complexes de la guerre par drone, que l'armée américaine a mis 80 ans à maîtriser, notamment pour coordonner le soutien de feu. L'armée américaine ne voit pas de différence fondamentale entre un drone d'attaque unidirectionnel et un F-18, car tous deux sont des effets létaux qu'il faut séparer des troupes amies manœuvrant à proximité. Mais les États-Unis ont déjà des mesures étendues pour leurs autres options offensives aériennes, et ce principe s'applique aussi aux drones. Comme les États-Unis ont tardé à adopter les drones à grande échelle, ils ont en réalité l'opportunité d'intégrer l'utilisation des drones dans une doctrine de combat interarmes dès le départ, plutôt que de l'ajouter après coup. Et la cinquième et dernière partie concerne la base industrielle elle-même. L'ampleur même de la fabrication américaine de la production de semi-conducteurs et du capital du secteur de la défense, auquel l'Ukraine n'a jamais eu accès. L'Ukraine a construit une industrie de drones de 50 milliards de dollars à partir de zéro, sous la pression de la guerre. Une réussite extraordinaire à tout point de vue. Les États-Unis essaient d'utiliser les mêmes bases technologiques et innovantes qui sous-tendent cette industrie, et de les transférer directement dans leur propre complexe militaro-industriel national. Rappelez-vous, le budget du Pentagone pour les armes aériennes sans pilote pour 2027 est de 75 milliards de dollars, soit 50 fois plus que l'ensemble de l'industrie ukrainienne. Si cette capacité industrielle est réellement appliquée à l'échelle que suggère ce chiffre budgétaire, les États-Unis ont une voie pour finir par surpasser largement l'Ukraine en termes de production. L'Ukraine a un problème de vitesse. Son armée de drones intercepteurs, en évolution rapide, s'est révélée incroyablement efficace pour contrer les drones Shahid plus lents de la Russie. Malheureusement, ces intercepteurs ne sont pas assez rapides pour contrer des menaces comme la Javelin Force à réaction, ou les missiles de croisière KH-100. Mais cela pourrait bientôt changer, car l'Ukraine et l'Allemagne ont maintenant découvert un moyen ingénieux d'accélérer leurs intercepteurs et de détruire même les drones russes les plus rapides. Voici le Apex Record Hunter. C'est un drone expérimental, alimenté par batterie, créé par l'entreprise allemande Quantum Systems, dont le siège est en Bavière, mais qui possède des bureaux dans le monde entier, et qui est l'un des principaux spécialistes dans le développement, la conception et la production de petits véhicules aériens sans pilote, ou UAV. Désireuse de repousser les limites de la technologie des UAV, l'équipe d'ingénieurs Next de Quantum Systems a créé l'Apex Record Hunter, avec un objectif en tête. Battre le record du monde de vitesse pour un aéronef alimenté par batterie. Le record a été établi à 657,59 km/h, 409 miles par heure, par les frères sud-africains Luke et Mike Bell, utilisant leur drone Peregrine C4, en décembre 2025. Cependant, le 26 juin 2026, l'Apex Record Hunter de Quantum Systems est allé beaucoup plus vite, atteignant une vitesse de pointe de 699 km/h, soit 434 miles par heure, lors d'une phase de vol en palier et en ligne droite. Comme le test a été réalisé en interne, sans la présence de représentants de l'équipe du Guinness World Records pour surveiller et valider la vitesse, Quantum Systems n'a pas encore officiellement battu le record. Cependant, l'entreprise semble confiante de pouvoir le faire, et elle est déjà en train de se préparer pour l'obtention de la certification officielle. De plus, ses ingénieurs sont convaincus que leur création peut aller encore plus vite.
L'ingénieur principal en prototypage, Robert Gardemin, a déclaré aux médias que son équipe travaillait depuis plus d'1 an sur le chasseur de records et n'avait pas l'intention de s'arrêter. 699 km/h est une étape incroyable, mais ce n'est que le début. Nous reviendrons très bientôt pour aller encore plus vite et rendre cela officiel. Mais pourquoi cela est-il important pour l'Ukraine ? Après tout, l'Apex Record Hunter n'est pas un drone militaire, c'est un simple produit expérimental. Un drone unique en son genre, conçu pour aller aussi vite que possible, pas pour larguer des bombes sur des cibles ennemies. Eh bien, pour comprendre l'importance de cette histoire du point de vue ukrainien, il faut aller au-delà des gros titres. Il ne s'agit pas du Record Hunter lui-même, ni de la vitesse exacte qu'il a réussi à atteindre. Il s'agit de la technologie qui se cache derrière. Il s'agit du fait qu'une équipe d'ingénieurs a réussi à accomplir quelque chose qui semblait autrefois impossible. Faire en sorte qu'un drone électrique, relativement simple et compact, se déplace presque aussi vite qu'un missile de croisière. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Pour l'Ukraine, ce n'est que le début. Parce qu'il y a un autre fait important concernant Quantum Systems. L'entreprise travaille en étroite collaboration avec l'Ukraine. En fait, elle possède sa propre filiale ukrainienne, WeDrones, qui cherche déjà des moyens d'intégrer les mêmes types de technologies que celles vues sur l'Apex Record Hunter dans ses propres drones militaires. Y compris les modèles déjà existants, comme l'intercepteur Strela, ainsi que ceux en développement ou récemment lancés. Par exemple, le Jaeger, qui combine propulsion électrique et fusée pour atteindre 4000 mètres d'altitude en 30 secondes. WeDrone a également l'intention d'organiser ses propres essais pour battre des records dans les semaines et des mois à venir, alors qu'elle cherche à rendre ses drones plus rapides que jamais. D'autres entreprises de drones en Ukraine partagent cet objectif. Pour comprendre pourquoi, il faut examiner l'un des principaux problèmes des forces de Kiev aujourd'hui. Même si la Russie a subi de lourdes pertes récemment, essuyant de nombreuses frappes dévastatrices à travers les territoires occupés et sur son propre sol, notamment contre ses raffineries et lignes d'approvisionnement militaire, elle riposte par des frappes aériennes sur des cibles ukrainiennes. De jour comme de nuit, le Kremlin continue de lancer d'immenses essaims de drones et des salves de missiles au-delà de la frontière, vers les villes et villages ukrainiens. Ces attaques n'ont pas vraiment ralenti, ni diminué de manière significative. En fait, on peut même dire que la Russie intensifie ses attaques, en utilisant des drones plus avancés et une plus grande quantité de missiles à grande vitesse. Comme l'a confirmé le chef de la direction des communications de la force aérienne ukrainienne, Yuri Inat, lors d'une interview en juillet avec United News. Je ne dirais pas qu'il y en a moins. Ils se concentrent effectivement davantage sur les missiles balistiques maintenant, parce qu'ils comprennent les difficultés que nous avons à obtenir des missiles pour l'Ukraine. Mais ils attaquent chaque nuit, et maintenant aussi pendant la journée. Si l'ennemi a cet objectif, les drones attaquent jour et nuit. Maintenant, un rapport du 2 juillet de l'Institut pour l'étude de la guerre a également constaté que la Russie semblait se tourner vers des moyens aériens plus rapides, comme les drones à réaction. Les forces russes ont peut-être aussi modifié leur mode de production, par exemple en décentralisant la production de drones Shahid, ou en privilégiant des variantes prioritaires, comme les drones à moteur à réaction, plus complexes à produire. Ceci est sans doute une réaction directe au développement par l'Ukraine d'une flotte de drones intercepteurs très efficaces, avec des modèles comme le Skyfall P1 Sun et le Wild Hornet Steam 2, capables de traquer et de détruire les drones de type Shahid dans les airs, avant qu'ils n'aient la possibilité de s'approcher de leur cible prévue. En réalisant que beaucoup de ces drones de base n'étaient plus aussi efficaces, la Russie semble avoir ajusté son approche, et malheureusement pour l'Ukraine, cela fonctionne. Les drones à réaction, comme le Jaren 4, volent généralement à des vitesses comprises entre 300 et 400 km/h, soit entre 186 et 248 miles par heure, mais peuvent accélérer jusqu'à 500 km/h, soit 311 miles par heure, lorsque c'est nécessaire, grâce à leur moteur turboréacteur. C'est tout simplement trop rapide pour que de nombreux intercepteurs ukrainiens puissent suivre. Le Sting 2 et le P1 Sun, par exemple, atteignent des vitesses maximales d'environ 300 km/h, soit 186 miles par heure. Les missiles russes se déplacent également à des vitesses rapides, à partir d'environ 750 km/h, soit 460 miles par heure, pour des modèles comme le KH-101 et le KH-55. La flotte actuelle d'intercepteurs de l'Ukraine a pratiquement aucune chance d'arrêter ce type d'armes, et les problèmes ne s'arrêtent pas là. Malheureusement, les forces de Kiev ont aussi très peu de missiles intercepteurs rapides nécessaires pour contrer les menaces russes les plus rapides, comme les PAC-3 américains, des batteries patriotes. Les registres montrent qu'environ 620 de ces missiles ont été fabriqués en 2025. Et ce n'est pas seulement pour l'Ukraine, c'est pour le monde entier. Et plusieurs pays sont en attente pour les acheter. Des pays comme l'Allemagne, le Japon et la Pologne.
Les États-Unis eux-mêmes aiment aussi maintenir un stock important de missiles, PAC-3, pour leurs propres besoins et opérations. Et il ne faut vraiment pas longtemps au pays pour épuiser ses ressources. En effet, pendant la guerre contre l'Iran au début de 2026, plus de 800 missiles patriotes ont été utilisés pour défendre des pays du Moyen-Orient contre des attaques iraniennes en quelques jours. L'Ukraine affronte une menace encore plus grande et des attaques encore plus intenses chaque jour et nuit. Il n'y a tout simplement pas assez de missiles patriotes sur la planète pour permettre à l'Ukraine de se défendre. Ce n'est pas une exagération, c'est un fait. Selon une analyse détaillée réalisée par Defense Express, Même si les États-Unis envoyaient directement en Ukraine tous les missiles PAC-3 qu'ils produisent, cela resterait insuffisant. Selon le renseignement ukrainien, la Russie fabrique environ 60 missiles Iskander, des missiles balistiques Iskander-M, 40 missiles balistiques pour ses systèmes S-300 et S-400, 10 missiles balistiques Kinzhal et jusqu'à 3 missiles hypersoniques Zircon chaque mois. Cela fait 113 engins qui nécessitent une interception de classe Patriot pour être contrés. Les taux de production actuels des PAC-3 approchent les 60 unités par mois. Ce n'est tout simplement pas suffisant. La Russie augmente également sa production de drones à réaction, avec des plans pour produire environ 500 Jaren 4 chaque mois. L'Ukraine a besoin de Patriot ou d'autres missiles intercepteurs haut de gamme pour les stopper efficacement. Or, ces missiles sont à la fois rares et très coûteux. Les PAC-3 coûtent plusieurs millions de dollars l'unité. D'autres intercepteurs frôlent aussi souvent le million de dollars, ou le dépassent. Vu leur coût et leur rareté, L'Ukraine ne peut pas se permettre de gaspiller ses intercepteurs, ni de les utiliser contre des cibles de faible priorité et de faible valeur, et doit chercher des alternatives moins coûteuses. mais elle a eu du mal à le faire et commence à en payer le prix. Le 7 juillet, par exemple, la Russie a tiré 23 missiles balistiques Iskander-M et 6 missiles Zircon et Onyx à grande vitesse sur l'Ukraine, lors d'une attaque massive pendant la nuit. L'Ukraine n'a réussi à en intercepter aucun. ce n'était pas un cas isolé, mais s'inscrit dans une tendance inquiétante où les forces de Kiev peinent face aux assauts aériens de Moscou. La technologie du Apex Record Hunter a le pouvoir d'inverser cette tendance et de remettre l'Ukraine sur la bonne voie. Mais avant d'expliquer comment, vous regardez les missions militaires, et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. En apparence, Les problèmes s'accumulent pour l'Ukraine, confrontée à des menaces russes croissantes et plus difficiles à contrer. Elle doit faire face à des attaques plus intenses qui peuvent provoquer de lourdes pertes et des destructions massives, et ses stocks de précieux intercepteurs sont dangereusement bas. cependant, Tous ces problèmes se règlent en grande partie avec une chose, des intercepteurs plus rapides. l'Ukraine a déjà montré l'efficacité des drones intercepteurs, qui sont assez peu coûteux à produire, faciles à déployer et remarquablement efficaces contre les bonnes cibles. En mars 2026, par exemple, les intercepteurs ukrainiens ont abattu plus de 33 000 drones ennemis, Prouvant à quel point ils étaient devenus précieux et essentiels pour les efforts de défense du pays. mais pour rester précieux et efficaces, ils doivent rester pertinents. Ils étaient extrêmement pertinents lorsque la Russie comptait autant sur ses drones de type Shahed 136, qui ne peuvent atteindre qu'une vitesse maximale d'environ 185 km/h, soit 115 miles par heure. Volant presque 2 fois plus vite, Les principaux intercepteurs de l'Ukraine pouvaient facilement décoller et rattraper les Shahed déjà en mouvement, les pilotes ou les systèmes d'IA embarqués étant capables de localiser leurs cibles et de les éliminer avec une efficacité redoutable. cependant, À mesure que la Russie se tourne vers des appareils plus rapides comme les Jaren 4, les intercepteurs ukrainiens deviennent moins pertinents. ils ne sont pas capables de rattraper ce type de cible. Ils doivent donc anticiper leur trajectoire et se placer parfaitement pour provoquer des collisions frontales s'ils veulent intercepter. C'est plus difficile. C'est pourquoi de nombreux Jaren 4 contournent facilement les appareils, comme les PP-1 Suns. Mais imaginez si des drones de l'Ukraine pouvaient aller aussi vite que l'Apex Record Hunter, avec une vitesse d'approche de 700 km/h, soit 435 miles par heure. Soudainement, toute l'équation bascule en faveur de Kiev. Abattre des drones à réaction deviendrait presque aussi facile que d'éliminer des Shahed classiques, car les intercepteurs pourraient les rattraper, manœuvrer autour d'eux et se placer pour les abattre sous les bons angles, ce qui garantirait presque une élimination réussie. Et les avantages ne s'arrêtent pas là. Étant donné que certains missiles de croisière russes voyagent entre 700 et 900 km/h, il n'est pas impossible de suggérer que des intercepteurs à grande vitesse pourraient également contrer ces menaces. Surtout si la technologie progresse, comme le pensent les ingénieurs de Quantum Systems. Les intercepteurs n'auraient pas à voler bien plus vite que ces missiles pour les intercepter. Étant beaucoup plus grands que le drone, ils sont aisément détectés par radar. L'Ukraine peut utiliser sa couverture radar pour repérer les missiles tôt
et envoyer des drones devant eux, prêts et en attente de percuter leur cible. Le défi deviendrait alors un problème de positionnement, plutôt que de vitesse. Et si l'Ukraine pouvait résoudre cela, elle pourrait en arriver à un point où elle détruirait de manière fiable des missiles de croisière valant plusieurs millions de dollars, à l'aide de drones qui ne coûtent que quelques milliers à fabriquer. En poussant ce concept plus loin, si la technologie s'améliore de façon raisonnable, l'Ukraine pourrait même obtenir des drones intercepteurs assez rapides et agiles pour abattre les avions de chasse ennemis. Les avions russes les plus performants franchissent aisément le mur du son, le Sukhoi 57, atteignant Mach 2, soit environ 2135 km/h ou 1320 miles par heure. C'est bien plus rapide que l'Apex Record Hunter, qui ne serait tout simplement pas assez rapide pour poursuivre ou rattraper un avion déjà en train de voler à des vitesses supersoniques. Il est envisageable que l'Ukraine prépare de petits essaims d'intercepteurs en embuscade, dans les zones vers lesquelles les avions se dirigent, misant sur le positionnement et la géométrie pour les frapper efficacement. Cela reste improbable avec la technologie actuelle, bien que ce soit un avantage potentiel à long terme. Mais à plus court terme, il est évident que les technologies de Quantum System pourraient influencer la doctrine de défense ukrainienne à l'avenir. Kiev insiste déjà sur la priorité de l'accessibilité financière. Elle manque de fonds et de ressources pour produire autant de missiles que la Russie, et refuse d'utiliser des équipements coûteux contre des drones peu chers. Elle comprend que l'argent est sans doute la ressource la plus importante dans cette guerre, et elle sait que sa seule façon de gagner est de maintenir l'approche rentable qui lui a permis de survivre jusqu'à présent. Tout en faisant tout pour rendre le conflit le plus coûteux possible au Kremlin. Ainsi, l'Ukraine a cherché les moyens les moins chers d'intercepter les munitions ennemies, comme utiliser des intercepteurs à 1000 $ pour abattre des Shahid à 25 000 $. La technologie Record Hunter pourrait être la clé pour porter cette stratégie à un niveau supérieur. Elle permettrait à l'Ukraine non seulement de contrer les drones russes moins chers et plus lents, mais aussi ses modèles à réaction avancés, obligeant les commandants du Kremlin à revoir leurs plans, tout en continuant à gaspiller d'énormes sommes dans des attaques infructueuses. Et chaque interception réussie pour l'Ukraine ne signifie pas seulement qu'une ressource russe a été gaspillée, cela signifie bien plus encore. Cela signifie que des vies ont été sauvées, que des bâtiments n'ont pas été réduits en ruines, et que des infrastructures importantes qui auraient pu être détruites resteront debout un jour de plus. Chaque interception à l'aide d'un drone bon marché représente également un missile coûteux que l'Ukraine n'a pas eu à tirer. Et avec le temps, tous ces avantages s'additionnent. Plus l'Ukraine utilisera ses intercepteurs, plus elle conservera de missiles pour contrer les menaces majeures, comme les missiles balistiques et les avions de chasse. Cela pourrait, avec le temps, donner un peu de répit aux forces de Kiev, car elles pourront prolonger la durée de vie et l'efficacité de leur stock de missiles existants, et gagner du temps jusqu'à l'arrivée du prochain lot de PAC-3, NASAMS ou Iris-T de la part de leurs alliés. La Russie devra encore résoudre un problème de plus en plus coûteux, alors qu'elle consacre déjà plus de ressources à ses attaques aériennes, notamment via avions de chasse, drones et missiles. Et elle mise sur le fait que ces bombardements coûteux seront suffisamment importants et destructeurs pour saturer les défenses aériennes de l'Ukraine, détruire ses infrastructures et épuiser ses stocks de missiles. Le Kremlin espère que cette tactique lui fera gagner la guerre, mais si l'Ukraine déploie bientôt des drones intercepteurs rapides, cet espoir disparaîtra. À ce moment, la Russie devra aller plus loin, développer des drones plus rapides ou utiliser davantage de missiles pour causer des dégâts sérieux et durables à son ennemi. Cela signifie encore plus d'argent dépensé. Et avec l'économie russe dans une position de plus en plus périlleuse, il y a une limite à ce que le président Vladimir Poutine peut faire avec les finances de son pays avant que tout le système ne s'effondre. Bien sûr, il y a quelques réserves à prendre en compte ici. Premièrement, et c'est le plus important, le Record Hunter n'est qu'un drone expérimental et n'a pas été conçu pour des applications militaires. Même si nous, les concepteurs de drones, avions une totale liberté pour travailler sur ce modèle, cela prendrait tout de même du temps et des efforts d'ingénierie. Il faudrait intégrer des systèmes de guidage, effectuer des tests de charge utiles, l'équiper de contre-mesures de guerre électronique et de systèmes de communication, et apporter toutes les autres modifications nécessaires pour transformer l'Apex Record Hunter d'un prototype de démonstration en une arme opérationnelle. Les conditions de combat sont aussi bien plus complexes que les vols d'essai contrôlés. Ainsi, l'équipe de conception pourrait constater que le Record Hunter commence à perdre une partie de sa vitesse et de son agilité à mesure qu'il commence à effectuer leurs modifications militaires. En bref, l'Ukraine ne peut pas ajouter des ogives ni produire en masse ses intercepteurs rapides du jour au lendemain. Cela demandera du temps. Mais la technologie existe, c'est l'essentiel. Battre le record de vitesse était la première étape du défi.
Maintenant, les équipes d'experts de Quantum Systems et de WeDrone doivent amener cette vitesse sur le champ de bataille. S'ils réussissent, il n'est pas exagéré de dire qu'ils pourraient transformer durablement cette guerre, en renforçant la résilience de l'Ukraine face aux attaques massives de drones, et en aidant le pays à préserver ses équipements les plus coûteux. Et en ajoutant une couche à l'architecture remarquable de la défense aérienne de Kiev. Les drones sont au cœur de la guerre en Ukraine. C'est évident depuis des années maintenant, dans une guerre de plus en plus définie par la nation capable de créer la meilleure technologie de drones. La Russie avait autrefois l'avantage du volume. Ce n'est plus le cas. La Russie n'a jamais eu l'avantage technologique. L'Ukraine a toujours été l'innovateur. Et maintenant, après 4 ans et demi de combat, une chose est devenue parfaitement claire. Il y a un maître et un perdant dans la guerre des drones. La Russie est le perdant. Et si vous avez le moindre doute à ce sujet, ou si vous pensez encore que la Russie est en train de gagner la guerre des drones, alors regardez simplement ce que l'Ukraine leur inflige. Le 19 juillet, une vidéo intéressante est apparue sur X, partagée par Jay à Kiev. La vidéo nous montre une évolution intéressante dans la guerre des drones en Ukraine, que personne ne s'attendait à voir. Il n'est peut-être pas évident au premier visionnage de comprendre en quoi consiste cette évolution. Nous voyons un drone ukrainien transporter quelque chose au bout d'un long fil. Serait-ce une bombe? Un colis de ravitaillement? Aucun des deux ne changerait la donne de la guerre, même s'il est étrange de voir une de ces choses suspendue aussi loin sous un drone. Il s'avère que ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce qui pend au bout du fil est un robot terrestre ukrainien, ou UGV. Hissé dans les airs par le drone ukrainien, il est transporté là où l'Ukraine en a besoin pour une attaque ou une mission logistique. En seulement 8 secondes de vidéo, nous avons été témoins de la véritable maîtrise ukrainienne à l'œuvre. Un drone bombardier lourd a transporté dans les airs ce que la presse euromidène appelle un robot terrestre explosif. Les implications sont énormes. Les drones bombardiers, comme leur nom l'indique, larguent des bombes sur les positions russes. Les véhicules terrestres sans pilote explosif, UGV, sont une toute autre affaire. Ils peuvent toujours délivrer autant, voire plus, de puissance de feu que les bombes traditionnellement larguées. Mais leur fonctionnement est différent. Un UGV peut être déposé au sol, puis guidé vers la cible visée. Une bombe qui aurait rebondi sur la surface dure d'un bunker russe a été remplacée par un UGV kamikaze qui peut entrer directement dans ce bunker et le faire exploser de l'intérieur. Voici ce que les commandants de Poutine refusent de considérer en cherchant à faire croire que la Russie gagne la guerre. Si l'Ukraine réussit une telle opération avec un UGV, elle pourra recommencer encore et encore. Bientôt, la vue d'UGV explosif transporté au-dessus du champ de bataille, peut-être escorté par des drones FPV qui visent tout Russe sortant de sa cachette pour tenter de neutraliser l'UGV, deviendra monnaie courante partout en Ukraine. Même sans connaître le sort final de l'UGV dans la vidéo, le fait que ce soit un robot terrestre explosif laisse supposer la suite. Une cible russe a été pénétrée puis détruite. Il existe un précédent concernant l'utilisation des UGV par l'Ukraine à des fins offensives. L'Ukraine n'a d'ailleurs pas toujours été discrète à ce sujet. En janvier dernier, des soldats du 3e corps d'armée du pays ont chargé un UGV avec 12 mines que l'UGV a transporté sur une distance de 20 km avant de faire exploser un bunker russe. Les opérations de combat des UGV se sont depuis sophistiquées. En avril, l'Ukraine a utilisé des robots terrestres pour capturer une position russe dans le cadre d'une opération saluée par le président Volodymyr Zelensky comme une première mondiale. En juillet, l'Ukraine a réussi un exploit inédit en utilisant un drone maritime pour livrer un UGV sur la flèche de Kinburn, ce qui a permis à l'UGV d'ouvrir le feu sur une position russe. Et le 17 juillet, Forbes a rapporté que l'Ukraine avait réussi une nouvelle capture d'un site d'infiltration russe en combinant drones et robots pour neutraliser un groupe russe près de Dobroï-Pilia. Les possibilités de combat offertes par cette évolution dans la stratégie des drones ukrainiens sont immenses. Imaginez une petite flotte de drones, chacun transportant des robots pour différentes missions. Les UGV kamikazes sont largués en premier. Couverts par des drones FPV, ils roulent jusqu'aux positions russes et explosent. Derrière eux, d'autres UGV de combat armés de mitrailleuses lourdes tirent sur les positions détruites et diffusent des messages par haut-parleurs disant aux occupants qu'ils doivent se rendre ou mourir. Si nécessaire, d'autres robots terrestres transportant des fournitures peuvent être envoyés par les airs dans la mêlée pour soutenir les troupes ukrainiennes au sol. Tout cela est possible, maintenant que l'Ukraine semble avoir trouvé comment transporter ses UGV par voie aérienne. C'est une véritable maîtrise. L'Ukraine a fait de la guerre par drone un art. Cependant, ce que nous voyons ici n'est qu'un microcosme d'une réalité que la Russie affronte depuis longtemps. Les deux camps ont des drones, mais la vraie question est qui sait le mieux les utiliser et imaginer des stratégies que l'autre camp ne voit jamais venir. L'Ukraine l'emporte à chaque fois. Ce que nous voyons sur le terrain et dans les airs transmet toujours le même message. Quiconque pense que la Russie gagne la course aux drones se trompe. L'Ukraine est en tête. Et elle l'a été pendant la majeure partie de 2026.
Restons un instant sur les UGV. L'évolution des UGV, tant dans leur conception que dans leurs nombreux usages en Ukraine, a été remarquable. Cette technologie était auparavant presque uniquement logistique. De nombreux robots terrestres remplissent encore ce type de mission, car ils effectuent des ravitaillements le long du front, à la place des soldats, et sont même utilisés pour évacuer des troupes, les ramenant en sécurité derrière les lignes de front. Cependant, nous avons également vu les UGV être de plus en plus utilisés dans des rôles de combat. Les UGV sont désormais équipés de mitrailleuses, ce qui leur permet de tirer sur des positions et d'utiliser des bombes pour les faire exploser. Certains UGV disposent de vision nocturne thermique, permettant d'opérer dans l'obscurité, selon la presse euromidène. Les UGV kamikaze qui émergent sur le champ de bataille accomplissent même ce que les drones ukrainiens ne peuvent pas. Foncer directement dans un bunker ouvert ou jusqu'à un équipement et exploser. L'Ukraine reconnaît que les UGV sont susceptibles de changer la donne et investit massivement pour en déployer le plus possible sur le champ de bataille. RBC Ukraine rapporte que l'Ukraine a construit 25 000 UGV au cours du premier semestre 2026. Si le rythme de production reste identique au second semestre et que l'Ukraine tente d'en fabriquer davantage, 50 000 UGV seront construits et déployés d'ici la fin de l'année. Les commandants ukrainiens surnomment ces robots terrestres la nouvelle cavalerie, parce qu'ils peuvent accomplir des missions qui auraient auparavant nécessité de risquer des vies ukrainiennes. Et pour un peu plus de contexte, l'Ukraine a construit 15 000 UGV en 2025. Les chiffres de 2026 pourraient finir par être plus de 3 fois supérieurs. Au-delà de leur fabrication, l'Ukraine utilise beaucoup les UGV. En juin, ces robots terrestres ont réalisé ensemble un nombre record de 16 676 missions, et ils ont dépassé les 65 000 missions au total à la fin du mois. Le nombre de missions mensuelles des UGV a plus que doublé, passant de 7 495 en janvier à aujourd'hui, ce qui est remarquable. Il y a quelques années, cette technologie n'existait presque pas. Aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas seulement maîtrisé cette technologie, mais elle fait en sorte que son avantage en matière d'UGV porte ses fruits sur le champ de bataille. La Russie tente de suivre le rythme. C'est justement le point. L'Ukraine innove, la Russie imite. Selon la Pravda du 1er mai, la Russie possède désormais au moins 20 types d'UGV. Cependant, la Russie n'a pas déployé de robots de ce type à une échelle comparable à celle de l'Ukraine, et elle ne les utilise certainement pas pour capturer des positions ou les déposer sur le terrain à l'aide de drones. C'est de l'innovation ukrainienne. De plus, la Russie fait face aux sanctions car 10 des 20 entreprises russes identifiées qui fabriquent des drones terrestres sont sous sanctions américaines. Plusieurs sont aussi sanctionnées par l'Ukraine et l'Union européenne. Renforcer les sanctions contre les fabricants de robots terrestres russes permettrait à l'Ukraine d'étendre son avance déjà solide jusqu'à la rendre imbattable. Assez parlé des UGV. Nous avons dit que l'Ukraine maîtrise toute la guerre des drones, pas seulement un aspect. Ce n'est pas un mensonge. L'Ukraine a aussi pris de l'avance dans les frappes à longue portée, comme le montre une attaque récente. Petite parenthèse, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour cliquer sur ce bouton, puis sur la cloche de notification, afin d'être parmi les premiers à voir nos vidéos quotidiennes. Passons à une frappe massive que l'Ukraine a menée dans la nuit du 21 juillet. L'Ukraine a choisi cette date pour envoyer environ 350 drones d'attaque en Russie et dans les territoires occupés, y compris pour mener plusieurs frappes en mer Noire. Des incendies se sont déclarés partout. Mariupol occupé a été violemment frappé, générant une épaisse fumée sur la ville. L'Ukraine a sans doute ciblé un dépôt de carburant ou de pétrole là-bas. Un centre logistique en Crimée a été détruit, tout comme certains grands sites industriels à Lepets, dont l'un se trouvait soit à proximité, soit était une aciérie responsable de la production d'environ 20% de l'acier et des lipides de la Russie. D'autres navires ont été frappés en mer Noire et en mer d'Azov. L'Ukraine a aussi détruit des radars, dépôts logistiques et autres cibles dans les régions occupées de Donetsk, Luhansk et Zaporizhia. Il y a également eu une frappe massive contre la base aérienne de Kalino dans la région de Koursk en Russie, qui a détruit un chasseur Su-24 et un système de défense aérienne Pantsir S. Tout cela est très impressionnant, bien sûr, mais ce n'est pas la véritable histoire en ce qui concerne les frappes en profondeur de l'Ukraine. Ce qui était le plus remarquable lors de cette journée de destruction par drone, c'est que la Russie a également lancé sa propre attaque à longue portée pendant la même période, et la Russie a perdu, lourdement. À la fin des frappes, l'Ukraine avait lancé environ 6 fois plus de drones longue portée que la Russie. La Russie n'a lancé que 58 drones et missiles face à l'offensive ukrainienne à longue portée. Cela compte dans le contexte de la maîtrise croissante des drones par l'Ukraine pour une raison simple. L'un des seuls avantages que la Russie avait en matière de drones s'est envolé. Pendant des années, la Russie a pu lancer des essaims de drones longue portée bien plus importants que ce que l'Ukraine pouvait faire en réponse. Tout a changé en 2026. L'Ukraine a maintenant atteint au moins la parité dans les frappes en profondeur. Comme nous l'avons vu, le 21 juillet, elle lance fréquemment plus de drones longue portée que la Russie. Ce rapport de 6 contre 1 n'est pas isolé.
l'Ukraine prend régulièrement l'avantage dans la guerre des frappes en profondeur, chaque jour en fait. Le fait que l'Ukraine envoie 350 drones en Russie et dans les territoires occupés n'est pas un nouveau record, loin de là. En juin, le président Volodymyr Zelensky a révélé que l'Ukraine lance désormais en moyenne 300 à 350 drones d'attaque par jour, ayant intensifié sa campagne de frappe pour détruire le pétrole russe, paralyser les bases militaires et affaiblir la machine de guerre russe. Nous ne voulons pas non plus suggérer que l'Ukraine lance toujours plus de drones que la Russie. C'est pourquoi nous avons évoqué la parité. Certains jours, la Russie en lance plus, d'autres l'Ukraine. Mais le fait que l'Ukraine ait atteint un tel volume, surtout si l'on considère la précision de ses frappes par rapport à la Russie, qui essaie simplement de toucher n'importe quoi et vise souvent des villes, signifie que l'Ukraine prend le dessus. La Russie aurait dû anticiper ce retournement dès le début de l'année. En 4 jours début 2026, l'Ukraine a lancé plus de drones contre la Russie que l'inverse. L'Ukraine a également été occupée à battre des records de longue portée. Dans la nuit du 17 au 18 juin, les défenses aériennes russes ont affirmé avoir abattu 992 drones ukrainiens lors d'une attaque nocturne. Cela faisait suite à une frappe du 6 juin, où la Russie a affirmé avoir abattu 911 drones. Ces chiffres sont incroyables. L'Ukraine ne devait pas les atteindre, mais elle y est parvenue. Son avantage à longue portée oblige la Russie à revoir sa stratégie militaire. Il y a quelques années, la Russie pouvait se sentir relativement en sécurité, à des centaines de kilomètres derrière le front. L'Ukraine ne pouvait pas frapper de cibles à l'intérieur de la Russie, du moins pas de façon régulière. Mais encore une fois, tout a changé. Les drones ukrainiens peuvent désormais frapper en plus grand nombre, avec précision, à des distances jadis inimaginables. La portée est aussi un point clé. Le 7 juillet, l'Ukraine a mené une attaque de drones contre la raffinerie d'Omsk. Pour cela, les drones ukrainiens ont dû parcourir au moins 2500 km. Ce type de portée montre à la Russie que tout ce qu'elle tente de cacher sur son territoire n'est plus en sécurité et qu'elle ne peut intercepter ses attaques. Le ministère de la Défense revendique souvent des interceptions parfaites, mais affirme aussi que seuls des débris de drones, et non les drones eux-mêmes, touchent les cibles visées par l'Ukraine. Sur le plan stratégique, la Russie doit soit accepter le fait que tout ce qui se trouve dans un rayon d'au moins 2500 km de l'Ukraine est désormais une cible, soit investir massivement dans de nouvelles défenses pour protéger tout ce qui se trouve derrière le front. Et cet investissement ne pourra pas suivre le rythme. Difficile de bâtir de nouvelles défenses aériennes sous sanctions et manque de liquidité après 4 ans de grosses dépenses militaires. L'Ukraine devance la Russie sur les drones terrestres et prend l'avantage à longue portée. On constate aussi cela sur le front. Selon l'ex-commandant en chef Alexandre Syrski, l'Ukraine a un avantage de 1,5 à 1 en drones FPV face à la Russie sur la plupart de la ligne de front. Cette information intéressante est arrivée en même temps qu'il annonçait que les opérateurs de drones ukrainiens avaient mené des frappes contre 180 000 cibles vérifiées rien qu'en mai. L'ampleur de ce ratio de frappe est immense. L'avantage de l'Ukraine avec les drones FPV montre que remplacer les soldats par des drones est devenu central dans sa stratégie, comme le prouvent aussi les chiffres de production. En juillet, l'Ukraine a confirmé qu'elle construirait environ 10 millions de drones en 2026 et qu'elle dispose de la capacité de production nécessaire pour doubler ce chiffre si elle obtient les financements requis. Ce financement arrive. L'Ukraine a signé un contrat de drones de 1,1 milliard de dollars avec l'Union européenne, s'ajoutant à d'autres accords similaires passés avec divers pays. Un modèle de coopération entre 20 pays est également en cours de création pour la production de drones, affirme Zelensky, ce qui aidera l'Ukraine à prendre encore plus d'avance. L'Ukraine a également pris de l'avance dans le domaine des drones intercepteurs. La Russie compte surtout sur des systèmes anti-aériens faits pour missiles et avions pour contrer les drones, tandis que l'Ukraine a créé une nouvelle génération de drones intercepteurs. Le coût et l'efficacité sont cruciaux. Les intercepteurs neutralisent des drones Shahed valant 50 000 $ pour bien moins cher. Par exemple, un seul intercepteur, Sting, coûte à l'Ukraine 2 500 $ à fabriquer. Ce que nous voyons ici, c'est que l'Ukraine construit plus de drones et de meilleurs drones pour ses forces de première ligne, tout en investissant intelligemment dans des drones bon marché à l'arrière qui atténuent la menace posée par la campagne à longue portée de la Russie. Encore une fois, c'est ce mot, innovation. L'Ukraine innove, la Russie non. C'est pourquoi l'un est le maître de la guerre des drones et l'autre est un perdant qui ne peut guère faire plus que copier. Et avant de conclure, il nous reste un autre aspect de la guerre des drones à aborder. Les frappes à moyenne portée. En 2026, une nouvelle génération de drones de frappe à moyenne portée a permis à l'Ukraine d'attaquer des régions occupées auparavant inaccessibles. Les drones FPV manquaient d'autonomie. Il fallait des drones longue portée pour viser la Russie. Ce que l'Ukraine possède désormais, ce sont des drones capables de frapper à une distance de 50 à 200 km qu'elle peut utiliser pour détruire la logistique russe et anéantir des cibles clés, comme les postes de commandement, les dépôts de munitions et les points de rassemblement de troupes. Les routes d'approvisionnement russes juste derrière le front
sont désormais un terrain de chasse pour ces drones de frappe à moyenne portée. Beaucoup d'entre eux utilisent l'intelligence artificielle pour détecter et suivre automatiquement les cibles avant autorisation de frappe, donnant ainsi un avantage à l'Ukraine. Les deux camps utilisent l'IA, mais l'Ukraine est bien plus efficace. L'Ukraine utilise ses drones pour attaquer les convois russes, qu'ils soient blindés ou transportent du carburant et du ravitaillement vers le front. Elle a annoncé une campagne de blocus logistique de 113 millions de dollars pour soutenir ses actions, et des centaines de véhicules russes brûlent. La Crimée a subi le pire de l'impact. De plus en plus isolée, la péninsule connaît d'énormes pénuries de carburant et des coupures de courant constantes. Elle résulte de frappes à moyenne portée sur des centrales et sous-stations électriques. Sur le front, les soldats manquent constamment de carburant, munitions, nourriture et ravitaillement. Alors qu'un camion explose, un pont s'effondre, un centre logistique est détruit, ou une route est réduite à l'état de gravat. Ces frappes sont déjà majeures isolément. Combinées à l'avantage des drones FPV, à l'essor des frappes en profondeur et à l'usage de milliers de robots terrestres sauvant des vies et menant des missions, leur impact s'accroît. Grâce à l'esprit d'innovation qui a permis à l'Ukraine de trouver une nouvelle façon d'engager ses robots terrestres au combat, on a là la recette d'un désastre russe. La Russie se croyait experte en guerre, capable d'employer des tactiques soviétiques pour anéantir l'Ukraine. Mais cet échec et le flot de soutien occidental ont permis à l'Ukraine de survivre durant les premiers mois et les premières années de l'invasion. La dynamique de la guerre a commencé à changer. Maintenant, nous voyons le revirement de situation. La Russie essaie de rattraper son retard tout en continuant de s'appuyer sur des stratégies qui consistent à sacrifier des soldats pour avancer. L'Ukraine produit plus de drones de meilleure qualité, transformant ainsi la guerre. Pendant la majeure partie de la guerre, arme thermobarique signifiait destruction massive. C'est un terme presque synonyme du TOS-1A, Sonsepiok, un lance-roquette russe qui tire 2 douzaines d'ogives en une seule salve, ou l'ODA 1500, une bombe planante de 1500 kg qui produit un champignon visible à des kilomètres à la ronde. Les deux ont été utilisés par la Russie dans des zones peuplées pendant la guerre. Des actions qui font partie d'allégations plus larges de crimes de guerre, faisant l'objet d'une enquête par la Cour pénale internationale. C'est la doctrine que le monde a appris à associer à la Russie jusqu'à présent. Plus c'est gros, mieux c'est. Plus vous pouvez rendre une zone inhabitable en une seule frappe, plus l'arme est efficace. Et les civils pris dans cette zone sont un coût acceptable, voire délibérément recherché. Mais l'Ukraine a choisi une autre voie. Pour eux, moins, c'est plus. L'Ukraine s'est présentée à un salon de la défense à Paris en juin 2026, avec une arme thermobarique qui ne pèse qu'un demi-kilo et tient dans une poche cargo. Avec cette arme, elle est en train de redéfinir discrètement l'usage même de toute cette catégorie d'armes. Au lieu de viser des pertes massives, ces armes sont désormais réorientées vers la précision, où la cible est une pièce, une tranchée ou un véhicule. Nous expliquerons le fonctionnement réel des armes thermobariques, pourquoi la Russie et l'Ukraine se sont retrouvées au pôle opposé d'une même technologie, et ce que la nouvelle grenade ukrainienne, ainsi que la doctrine des drones qui se construit désormais autour d'elle, nous indique vers où se dirige le combat rapproché dans cette guerre. Commençons par le mécanisme des armes thermobariques. Un explosif conventionnel est un événement unique et autonome. Un composé solide ou liquide détonne, libérant toute son énergie en une seule réaction chimique rapide. Et les dégâts proviennent de l'onde de choc et des fragments qui l'accompagnent. Cependant, une arme thermobarique fonctionne en 2 étapes. À l'intérieur de la munition se trouve un réservoir de carburant, associé à 2 charges explosives distinctes. La première charge détonne et disperse le carburant sous forme d'un nuage d'aérosol fin, le pulvérisant dans l'air environnant. Une fraction de seconde plus tard, la seconde charge enflamme ce nuage. Et comme le carburant est maintenant mélangé à l'atmosphère plutôt que contenu dans un réservoir, il brûle en utilisant l'oxygène déjà présent dans l'air autour de lui. Le résultat n'est pas une explosion brève et instantanée, mais une onde de pression prolongée et une boule de feu durable, brûlant plus longtemps et propageant la surpression bien au-delà de ce qu'une charge classique de même taille pourrait. Ce détail, le fait d'avoir besoin de l'air ambiant pour brûler, est la chose la plus importante à comprendre à propos de ces armes, car cela explique à la fois pourquoi elles sont terrifiantes et pourquoi elles sont limitées. En terrain ouvert, sans surface réfléchissante, une arme thermobarique est bien moins impressionnante. L'onde de pression se propage et se dissipe simplement vers l'extérieur. Mais placer cette même arme à l'intérieur d'un espace clos, ou même partiellement clos, et tout change. La surpression n'a nulle part où aller. Au lieu de cela, elle se réfléchit sur chaque mur, se cumule sur elle-même, et atteint la cible depuis plusieurs directions au même instant. La documentation de l'armée américaine décrit cet effet comme une surpression prolongée, suivie d'une dépression pouvant déchirer les tissus mous, tout comme elle arrache le revêtement d'un avion ou les surfaces d'un radar. Et les murs ne protègent pas les personnes à l'intérieur.
Ils amplifient l'effet de déchirure, en renvoyant l'onde de choc d'un côté à l'autre. En plus de cela, la boule de feu consomme l'oxygène dans cet espace clos pendant qu'elle brûle. Ainsi, toute personne ayant survécu à l'explosion initiale doit désormais faire face à un effet secondaire d'asphyxie. Donc, l'arme a été utilisée dans les villes et contre des bâtiments précisément, parce que l'utiliser contre de véritables cibles militaires, comme des infrastructures militaires ou des chars isolés, est moins efficace. À l'air libre, une ogive thermobarique devrait être extrêmement volumineuse pour être utile. L'approche de la Russie a toujours été de porter ce principe de nettoyage des pièces à l'échelle d'un quartier entier. L'exemple le plus clair est le TOS-1A, Sonsepiok, mentionné précédemment, ce qui signifie soleil brûlant. C'est un lance-roquette à 24 tubes. Un lance-roquette de 220 mm, fixé sur le châssis d'un char T-72, créé par les troupes chimiques soviétiques dans les années 80 et utilisé dans la vallée du Panjshir durant la guerre en Afghanistan. L'arme est attribuée aux troupes russes de protection NBC plutôt qu'à l'artillerie ordinaire, et rattachée à des brigades de manœuvre pour une mission unique. Nettoyer les positions défensives fixes, en particulier en zone urbaine. La Russie l'a utilisée à Grozny, pendant les guerres de Tchétchénie, en Syrie, et elle a été déployée en Ukraine quelques jours après l'invasion de février 2022. Filmée franchissant la frontière biélorusse. Chaque roquette disperse un nuage qui s'enflamme à des températures approchant les 3700 degrés Celsius. Et une seule salve peut, dans des conditions favorables, effacer pratiquement tout en pâté de maison ou des fortifications. C'est toute la doctrine russe résumée en une seule plateforme. Un système, une frappe, un très gros problème pour tous ceux qui se trouvent dans la zone d'engagement. Et puis il y a l'ODAV 1500, qui applique la même logique, mais dans les airs. Bombe planante thermobarique, de 1500 kg. Issue de bombes soviétiques et dotée d'un kit de planage UMPK moderne. Les avions russes peuvent la larguer à des dizaines de kilomètres de la cible, hors de portée des défenses aériennes ukrainiennes. La Russie l'a utilisée pour la première fois contre l'Ukraine en mars 2024, frappant un village de la région de Soumy, près de la frontière russe. Et les images montraient une boule de feu et un nuage en forme de champignon, s'élevant à 1 km dans le ciel. Elle a depuis été utilisée à Kharkiv, Donetsk et Kupiansk, avec le même schéma qui se répète partout. La Russie l'a toujours larguée dans ou près de zones peuplées, voulant non seulement détruire, mais aussi montrer à l'Ukraine et au monde l'ampleur des dégâts qu'elle peut infliger d'un seul coup. Mais pour aller encore plus loin, il y a le test russe de 2007, de ce qu'on appelle le père de toutes les bombes, une arme thermobarique de 7 tonnes. Le Kremlin l'a explicitement présenté comme un substitut non nucléaire à une arme nucléaire tactique, montrant ainsi à quel point il voyait le potentiel des armes thermobariques. Il s'avère que le TOS-1A, malgré sa réputation terrifiante, s'est révélé être l'un des systèmes les plus vulnérables de l'arsenal russe, précisément sur le type de champ de bataille saturé de drones que l'Ukraine a mis en place. Sa taille et sa signature thermique le rendent presque impossible à dissimuler. Son lanceur volumineux empêche l'installation de cages de protection, contrairement aux autres blindés russes protégés des drones FPV. Un suivi en source ouverte a établi que 36 des 48 systèmes estimés dans la flotte russe avant-guerre ont été endommagés, capturés ou détruits d'ici juillet 2026. Ainsi, la plateforme thermobarique la plus redoutée du champ de bataille s'avère être une cible de choix pour ces mêmes petits drones bon marché, autour desquels l'Ukraine a discrètement développé une doctrine thermobarique totalement différente. Ce qui nous amène à la raison pour laquelle le changement de cap de l'Ukraine est si important. L'Ukraine a hérité d'une partie de ce même héritage thermobarique soviétique après l'indépendance, principalement sous la forme de munitions thermobariques pour RPG-7 et de charges lance-flammes portatives comme le Shmel. L'infanterie ukrainienne près de Bakhmut a utilisé ces munitions soviétiques héritées contre des bâtiments occupés, de la même manière que les troupes russes les ont utilisées ailleurs. Mais à partir de 2017, Ukroboronprom, l'industrie de défense ukrainienne, a dévoilé la première grenade à main, RGT-27. Elle est entrée en service dans les forces armées ukrainiennes en 2020 et a été conçue dès le premier jour pour être lancée, ou plus tard larguée, dans un seul espace occupé. Une grenade RGT-27 de 600 grammes produit une boule de feu d'environ 13 mètres cubes, durant environ 4 secondes et atteignant des températures comprises entre 2500 et 3000 degrés Celsius. Cela suffit à tuer toute personne dans un espace clos, sans endommager le bâtiment comme le ferait une salve de roquettes. L'infanterie ukrainienne l'a adopté pour cette tâche précise. Pour nettoyer les tranchées et les bâtiments fortifiés, là où les éclats d'une grenade à fragmentation peuvent manquer les coins et les angles morts qu'un défenseur utilise comme abri. Une grenade thermobarique n'a pas ce point mort. L'onde de pression remplit tout le volume de la pièce,
contourne les obstacles et transforme la structure qui protégeait le défenseur en ce qui le tue. Parce que les mêmes murs qui arrêtent les éclats reflètent et amplifient désormais l'explosion. Les forces ukrainiennes ont ensuite pris cette même grenade et l'ont combinée avec l'une de leurs plus grandes inventions dans la guerre moderne, les drones. À partir de 2023, un cas largement partagé de la 59e brigade motorisée montrait un drone commercial, DJI Mavic 3, utilisé pour larguer une grenade thermobarique RGT-27S2 directement dans la trappe ouverte d'un véhicule de combat d'infanterie russe, BPM, abandonné, le détruisant complètement. Ni la grenade ni le drone n'étaient prévus pour ce rôle. Certains soldats ont juste compris qu'une charge thermobarique de 600 grammes, livrée précisément par une trappe ou fenêtre, pouvait causer les mêmes dégâts qu'une arme anti-char beaucoup plus grande et bien plus coûteuse lorsqu'elle est confinée dans l'espace restreint d'un char. Et lors de l'Eurosatory 2026, à Paris, en juin, l'Ukraine a dévoilé le RGT-45 et son petit frère, le RGT-45A. Sur le papier, il ressemble à une évolution modeste de la même famille de grenades de 500 grammes et moins. En pratique, Ukroboronprom affirme une augmentation de la létalité qui les place dans une catégorie totalement différente. Le RGT-45 pèse 500 grammes et contient 300 grammes de mélange thermobarique. Et la société affirme que son volume de dégâts effectifs dans un espace clos dépasse 120 m3. Le compact RGT-45A pèse 225 grammes avec 135 grammes de mélange. Et son volume de dégâts effectifs déclaré dépasse 60 m3. Si on compare cela aux 13 m3 de l'ancien RGT-27S2, ce n'est pas une augmentation de 10 ou 20%, mais plutôt une multiplication par 10 du volume d'espace que l'arme peut rendre létale. Ceci a été réalisé sans augmenter significativement le poids ou la taille de la grenade. Ukroboronprom lui-même présente cette amélioration comme étant seulement 20 à 30% plus efficace globalement que la RGT-27S2. Et l'entreprise a été explicite sur le fait que ce gain provient presque entièrement d'un mélange chimique thermobarique amélioré, plutôt que d'un format plus grand. Obtenir 120 m3 de surpression létale et de chaleur, depuis un objet de la taille d'une grande boisson énergisante, relève d'une chimie qui compte énormément dans les cycles de développement des armes. L'amélioration pourra sans doute être intégrée dans de futures munitions similaires sans nouvelle refonte. Et que l'utilisation du même mélange dans une munition plus grande augmenterait fortement la charge de l'arme. Ce qui rend cela plus intéressant qu'une simple grenade, c'est que l'Ukraine développe une famille de munitions thermobariques conçues pour être larguées par drone. Elle a essentiellement reconnu et poursuivi la tradition amorcée presque par accident par la frappe Mavic de la 59e brigade mentionnée plus tôt. Parallèlement à la gamme RGT-45, Ukroboronprom a également présenté des sous-munitions thermobariques spécialement conçues, désignées TB1 et TB2, explicitement développées pour être larguées par drone. La première doit être larguée par un drone multirotor, la seconde montée comme ogive sur un drone FPV kamikaze. La TB1 pèse environ 2,5 kg, avec un rayon létal minimum de 2,5 mètres. Et la plus grande TB2 pèse 4,5 kg, avec un rayon minimum de 3,5 mètres. Les deux possèdent une fusée universelle, devant rester opérationnelle par tout temps et toutes conditions d'humidité. C'est l'histoire du RGT-27 au RGT-45 qui se répète, mais à une échelle légèrement plus grande. Sauf que cette fois, l'arme a été conçue dès le prototype comme une charge utile pour drone. En revanche, le RGT-45 reste fondamentalement une grenade qui peut simplement être larguée. Après avoir vu les principales caractéristiques de l'arme, abordons les tactiques d'utilisation en espace confiné. Mais d'abord, assurez-vous d'être abonné à l'émission militaire pour ne manquer aucune nouvelle mise à jour ni analyse directement du front. Désormais, l'armement d'infanterie moderne est conçu pour les espaces confinés, au-delà de l'usage des grenades thermobariques, et non plus comme une réflexion secondaire. Ailleurs dans cette guerre, les systèmes fournis par l'Occident, comme le canon sans recul suédois Carl Gustaf, disposent d'une munition spécialement conçue pour les espaces confinés, la HEAT 655. Elle remplace le souffle de gaz par une contremasse solide pour permettre le tir en intérieur sans tuer son propre équipage. La gamme de grenades thermobariques de l'Ukraine s'attaque au même problème de fond, mais dans le sens inverse. Au lieu de rendre une arme lourde sûre à utiliser à l'intérieur, elle fait d'une arme d'intérieur une arme assez puissante pour compter à cette échelle. Les unités ukrainiennes ont déjà conçu des tactiques pour ce type de déploiement. Des équipes de drones en première ligne, y compris des opérateurs associés à un groupe terroriste, ont décrit une technique à 2 drones pour ouvrir des bâtiments fortifiés que les troupes russes utilisent comme point d'appui.
Le premier drone FPV, qui transporte une ogive explosive conventionnelle, perce un trou dans le toit ou un mur, ouvrant ainsi un passage dans la structure. Le second drone, muni d'une munition thermobarique, traverse l'ouverture et explose à l'intérieur. C'est la logique du nettoyage des tranchées, acquise après des années de combat d'infanterie, transposée pratiquement à l'identique à l'ère des drones. Au lieu qu'un soldat s'approche physiquement d'une porte sous le feu pour y lancer une grenade, ce sont 2 drones qui ouvrent la brèche. À aucun moment, un soldat ukrainien n'est exposé à la ligne de mire du défenseur. C'est le principal avantage tactique d'une charge thermobarique plus petite et plus puissante. Avec des drones précis pouvant passer par des fenêtres ou petites ouvertures, la portée et les trajectoires de lancement augmentent considérablement. La même idée de base change aussi d'échelle, élargissant les possibilités de cette doctrine. Le drone d'attaque Behemoth, développé par Glefer et Culver Aerospace, est présenté publiquement pour la première fois en mai 2026. Transporte une charge tandem de 75 kg, composée d'une ogive à fragmentation hautement explosive de 40 kg à l'avant, suivie d'une charge thermobarique de 35 kg derrière elle. En juin 2026, le drone avait déjà été utilisé contre le pont de Tchonar, reliant l'oblast occupé de Kherson à la Crimée, perturbant l'un des principaux corridors logistiques vers la péninsule. Mais bien que le drone soit énorme comparé aux grenades, il partage la même philosophie de conception fondamentale. Alors que la grenade remplace une grenade anti-char beaucoup plus grande et moins maniable, le Behemoth est censé remplacer un missile de croisière comme le Storm Shadow ou le missile Scalp, fourni par les Britanniques ou les Français. Le Storm Shadow possède une ogive conventionnelle, qui pèse environ 1300 kg. Il est traditionnellement lancé depuis les airs et surtout coûte plus d'$1 million à produire. Le coût rapporté du Behemoth se situe entre 35 000 et 55 000 $, pour quelque chose qui est censé avoir une portée de plus de 300 km, donc qui concurrence directement le Storm Shadow. L'Ukraine a même adapté le concept à un usage naval. Un rapport début juin suggérait qu'ils ont adapté le célèbre Sea Baby en l'équipant de lance-grenades thermobariques Schmel, et même en installant des plateformes séparées de déploiement de drones FPV dans le compartiment latéral du drone naval. Cela a transformé un drone à usage unique en une plateforme flottante multi-armes, capable de frapper des positions côtières russes retranchées. Le point, c'est que les armes thermobariques illustrent une philosophie de conception qui privilégie la précision à la quantité, en les appliquant aussi bien à des armes aussi petites que des grenades, qu'à celles destinées à remplacer de petits missiles. Notez que cela s'arrête à la destruction, là où commencent les armes russes, conçues non pour remplacer les missiles balistiques ou nucléaires, mais pour nettoyer les positions fortifiées et tranchées. Et c'est précisément pour cette raison que les armes thermobariques sont devenues un sujet de débat aussi brûlant en 2026. Vous voyez, au cours des 2 années précédentes, la plupart des combats se sont concentrés sur une ligne relativement stagnante traversant la région du Donbass. La Russie a en fait construit la ligne défensive d'origine à la fin de 2022. Un réseau d'environ 1000 km en Ukraine occupée, plus tard appelé ligne Sourovikine, composée de champs de mines, dents de dragon et systèmes de tranchées dispersées, spécifiquement pour empêcher ou réduire l'impact de la contre-offensive ukrainienne. Et cela a fonctionné. Les forces ukrainiennes ont passé la majeure partie de 2023 à s'épuiser sur un seul secteur de cette ligne, à un coût énorme, sans jamais réussir à percer complètement. Puis les rôles se sont inversés. Face à de nouvelles offensives russes à partir de 2024, l'Ukraine a construit sa propre version de la même chose, un réseau appelé la nouvelle ligne ukrainienne du Donbass, s'étendant sur plus de 350 km à travers Donetsk, Dnipro, Petrovsk, Kharkiv et Zaporijia. Semblable à la ligne Sourovikine, elle est composée de points fortifiés dispersés et camouflés, conçus pour éviter de présenter une cible unique au drone et à la reconnaissance satellitaire. Les 2 camps ont développé séparément une doctrine de fortification quasi identique, ce qui signifie que les 2 camps font face à des ceintures de tranchées, d'abris et de points fortifiés qu'il faut nettoyer position par position. Le vaste mur de drones de l'Ukraine, s'étendant de 15 à 25 km derrière la ligne de front, a rendu ce combat encore plus meurtrier pour ce surpris à découvert. Une grenade thermobarique est idéale pour percer ses défenses des 2 côtés, grâce à la physique évoquée au début. Les éclats peuvent éviter l'angle mort derrière une poutre ou au détour d'un abri. Un soldat accroupi au mauvais endroit dans un bunker pourrait survivre à une grenade à fragmentation lancée par la porte. Une charge thermobarique ne laisse pas ce coin intact, car l'onde de pression atteint chaque partie du volume fermé. C'est pourquoi multiplier par 10 le volume de dégâts peut changer la part d'une structure fortifiée qu'une seule munition livrée par un drone peut neutraliser en un passage. Ainsi, les unités ukrainiennes pourraient nettoyer les positions défensives russes avec moins de ressources et une exposition moindre de leur infanterie.
Cependant, il y a ici une dimension légale et morale qu'il vaut la peine de nommer clairement plutôt que d'ignorer. Le droit international n'interdit pas l'utilisation d'armes thermobariques contre des cibles militaires légitimes, et toutes les tentatives pour restreindre ou interdire cette catégorie d'armes ont échoué. Ce qui détermine la légalité et ce qui a motivé les accusations de crimes de guerre contre l'utilisation par la Russie du TOS-1A et de l'EDAV 1500, c'est la cible, pas le mécanisme. L'arme thermobarique, utilisée contre une tranchée, un bunker ou un véhicule blindé, est un outil légal de guerre, comme une grenade ou un obus anti-char, sans distinction légale. Mais utilisée contre un immeuble ou un quartier résidentiel, la même physique qui la rend dévastatrice dans un bunker en fait une arme causant des pertes massives parmi les civils. Ce dernier point est au cœur de l'accusation d'un schéma russe de bombardement urbain dans des villes allant de Grozny en 1999 à Alep en 2016, jusqu'aux villes ukrainiennes touchées par l'ODAV 1500 dans les années 2020. La doctrine déclarée de l'Ukraine concernant le RGT 27, le RGT 45 et la série TB livrée par drone a toujours été strictement limitée aux tranchées, aux bâtiments occupés par des combattants et aux véhicules. Que cette doctrine soit respectée à chaque engagement, dans chaque unité, durant une guerre entrant dans sa 5e année, n'est pas vérifiable avec certitude en dehors du commandement militaire ukrainien. Toutefois, le schéma observé dans les sources ouvertes sur des années de frappes documentées reste cohérent. La Russie a adapté les armes thermobariques pour produire un effet de masse contre des zones incluant des civils. L'Ukraine a réduit l'échelle de les mêmes principes physiques, en visant la précision, contre une seule pièce, un seul véhicule, une seule position fortifiée, et chaque engagement connu correspond à cette intention. Les guerres du XXIe siècle ne se déroulent pas seulement sur des lignes de front et des champs de bataille physiques. Elles se jouent aussi dans le cyberespace. Des armées dédiées de hackers d'élite et des commandements de cyberguerre mènent toute une série d'opérations numériques offensives et défensives, allant de l'espionnage à la perturbation des infrastructures et à la guerre de l'information contre leurs ennemis. Beaucoup des grandes puissances mondiales s'engagent dans ces activités, y compris les États-Unis, la Chine, Israël et le Royaume-Uni. La plupart de ces nations imposent toutefois des règles strictes sur le recrutement, la formation et le déploiement de leurs talents en piratage. La Russie, cependant, ne suit aucune de ces règles ou codes moraux. Son service fédéral de sécurité, le FSB, recrute activement les pires des pires, intégrant des hackers criminels lancérants au lieu de les envoyer en prison. Escrocs, fraudeurs de cartes, développeurs de malware, opérateurs de ransomware. Des groupes de hackers qui identifient des failles dans les réseaux d'entreprises pour contourner les défenses et voler des secrets commerciaux et données sensibles. Ce sont le genre de personnes que Vladimir Poutine a qualifié d'artistes lors de l'édition 2017 du Forum économique international annuel de Saint-Pétersbourg en Russie, déclarant « Ils sont comme des artistes. S'ils sont de bonne humeur, ils se lèvent le matin et commencent à peindre leurs tableaux. Les hackers, c'est pareil. Ils se réveillent le matin, lisent des nouvelles sur l'actualité internationale, et s'ils ont un état d'esprit patriotique, alors ils essaient d'apporter leur propre contribution, de la manière qu'ils jugent appropriée, à la lutte contre ceux qui disent du mal de la Russie. » Fait intéressant, lors de ce discours, Vladimir Poutine a aussi affirmé que la Russie ne pratiquait pas et ne comptait pas pratiquer le piratage informatique au niveau étatique. Au contraire, nous essayons de lutter contre cela dans le pays. Mais, comme beaucoup de choses qui sortent de la bouche de Vladimir Poutine, c'était bien sûr un mensonge flagrant. Même si le Kremlin fait de son mieux pour dissimuler ses actions illicites, il existe de nombreuses preuves pour le démontrer. Non seulement il pratique le piratage informatique soutenu par l'État, mais il recrute aussi sans scrupule des hackers au passé illégal et immoral. Ce n'est pas ainsi que la plupart des pays mènent leurs opérations de cyberguerre. Aux États-Unis par exemple, les experts en cybersécurité peuvent postuler à des postes de hackers gouvernementaux auprès d'agences comme l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, ou le département de la sécurité intérieure. Le processus de candidature est complexe, impliquant des vérifications approfondies des antécédents et des examens difficiles pour distinguer les meilleurs des autres. En Chine, le gouvernement privilégie souvent le recrutement direct pour attirer les meilleurs talents des grandes entreprises informatiques. Même dans des pays que l'on pourrait considérer comme un peu moins scrupuleux et plus corrompus, comme l'Iran et la Corée du Nord, il existe des procédures claires. L'armée peut, par exemple, jouer un rôle dans le recrutement et la formation des experts en informatique talentueux. Des enfants prodiges peuvent se voir offrir des places dans des écoles d'élite en sciences et technologies, et suivre des cours intensifs de programmation informatique. Les méthodes diffèrent, mais il existe toujours des règles. En Russie cependant, il semble qu'il n'y ait qu'une seule règle qui compte vraiment, ne rien faire contre l'État.
Tant que les hackers respectent cette règle et concentrent leurs efforts sur des cibles situées dans d'autres pays à travers le monde, plutôt que sur les banques russes, les entreprises ou le Kremlin lui-même, ils sont en fait autorisés à faire tout ce qu'ils veulent et à s'en tirer. Certains étant même récompensés par des postes au FSB et des avantages. C'est plus ou moins ainsi que cela se passe depuis des décennies, remontant jusqu'au début d'Internet. Dans les années 1990, la Russie comptait déjà une large communauté de hackers, souvent décrits comme des esprits libres ou rebelles. Beaucoup étaient anti-establishment, similaires aux hackers d'autres pays à travers le monde, et désireux d'utiliser leurs compétences uniques pour promouvoir la libre circulation de l'information. Mais ensuite, un événement historique majeur s'est produit, qui allait changer à jamais le visage de la scène du hacking russe. Cet événement, c'était la Seconde Guerre de Tchétchénie. En août 1999, des combattants islamistes moudjahidines venus de Tchétchénie ont mené des incursions armées dans la République russe du Daghestan pour soutenir les rebelles séparatistes de la région. Ils voulaient unir le Daghestan et la Tchétchénie sous un gouvernement islamique et expulser tous les Russes. Le gouvernement russe est intervenu et une brève bataille a eu lieu, la puissance de l'armée russe étant trop importante pour que les rebelles et séparatistes y résistent. Le conflit aurait pu s'arrêter là, mais en septembre 1999, une série d'attentats à la bombe contre des immeubles d'habitation a eu lieu dans 4 villes russes, tuant des centaines de civils. Malgré certaines incohérences et mystères entourant ces événements, ainsi qu'un manque flagrant de preuves reliant les attentats aux rebelles tchétchènes, le premier ministre russe de l'époque, Vladimir Poutine lui-même, s'est servi de ces incidents comme prétexte pour lancer une invasion à grande échelle de la Tchétchénie et prendre le contrôle total de la région. Cela a déclenché une guerre sanglante de près de 10 ans, causant des dizaines de milliers de victimes et menant à la domination russe et à l'instauration de son gouvernement en Tchétchénie. Avec les chaînes russes montrant les conséquences des attentats et les journaux accusant les rebelles tchétchènes, une grande partie de la population russe était indignée et soutenait les actions militaires du Kremlin. Certains sont même allés plus loin dans leur soutien. Un groupe de hackers, par exemple, se faisant appeler la Siberian Network Brigade, a décidé de lancer sa propre campagne de cyberguerre contre les forces tchétchènes. Fondée par Dimitri Alexandrov, étudiant à l'Institut Polytechnique de Tomsk, l'équipe de 7 personnes utilisait des techniques de piratage rudimentaires pour semer le chaos sur les sites web tchétchènes. Ils comptaient principalement sur des attaques par déni de services distribués, ou DDoS par exemple, qui consistaient à envoyer un grand nombre de requêtes à un site web particulier afin de surcharger ses serveurs et de le faire cesser de fonctionner. Ils menaient également des attaques de défiguration, qui consistaient à obtenir un accès administratif à certains sites web et à en modifier l'apparence ou le contenu. Les médias russes relataient fréquemment les actions du groupe, comme la défiguration de la page d'accueil du site du Caucasus Centre, qui diffusait des messages de militants tchétchènes à l'attention de leurs partisans, soutiens et recrues potentiels. Les médias tchétchènes affirmaient que l'ampleur des attaques excluait l'action d'amateurs isolés, soupçonnant un groupe soutenu par l'État. Ils ont même accusé le FSB russe d'en être responsable. Cela n'a jamais été prouvé de manière concluante dans un sens ou dans l'autre, mais ce fut le premier cas majeur où le service de sécurité russe a été associé d'une manière ou d'une autre à des hackers criminels. Et ce ne serait certainement pas le dernier. En effet, à la fin des années 90 et au début des années 2000, d'autres groupes de hackers russes et des individus isolés ont émergé, créant de nouvelles techniques et outils pour rendre leurs attaques plus efficaces. Des outils comme le ver de messagerie Massiania. Lancé en 2002, ce logiciel malveillant s'inspirait de techniques popularisées par le virus Melissa, apparu plus tôt. Les hackers l'ont nommé d'après le personnage animé russe populaire, Massiania, et l'ont diffusé sous forme de pièces jointes dans des courriels. Les pièces jointes semblaient inoffensives à première vue, mais si une victime cliquait dessus, la machine était infectée et le virus se propageait en envoyant une copie de lui-même à tous les contacts de la victime. Ensemble, ces machines infectées formaient des botnets, d'immenses réseaux d'appareils compromis que les cybercriminels pouvaient utiliser pour mener des attaques de type DDoS. Et à mesure que la communauté des hackers russes évoluait et s'étendait, de nouveaux personnages sont apparus pour montrer la voie. L'un de ces leaders était Piotr Levashov, également connu sous le pseudonyme de Severa, l'autoproclamé roi du spam sur internet. Et ce surnom n'était pas exagéré. Les messages de spam de Levakov ont touché d'innombrables personnes à travers le monde. Toute personne en ligne, avec un compte email actif au début des années 2000, a probablement reçu au moins un, voire des centaines de messages de spam qui pouvaient être retracés jusqu'à cet homme, qui détenait certains des plus grands et puissants botnets du monde. Grâce à ces différentes opérations de cardim et de spam, Severa est monté au sommet de l'empire cybercriminel russe, et il opérait en toute impunité,
allant même jusqu'à partager publiquement des listes de prix et des annonces pour ses services en ligne. Les forces de l'ordre russes ont forcément vu ces documents et auraient pu agir contre Severa, mais elles ne l'ont pas fait. Avant d'expliquer pourquoi, vous regardez l'émission Militaire. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. La raison pour laquelle le FSB n'a pas simplement mis Levachev derrière les barreaux, c'est qu'ils ont compris à quel point ses talents pouvaient être utiles, surtout après qu'il ait formé un groupe de activistes appelé Civil Anti-Terror. À l'origine, ce mouvement a été fondé pour rassembler différents groupes de hackers sous une même bannière, afin qu'ils puissent agir plus facilement et coordonner plus efficacement des attaques contre la Tchétchénie. Des attaques DDoS aléatoires et des virus reconditionnés sont devenus moins efficaces avec le temps, à mesure que la cybersécurité s'est améliorée. Les hackers russes ont donc dû faire preuve de plus d'ingéniosité pour infliger de sérieux dégâts à leurs adversaires. Sous la direction de Severus, ils ont lancé une offensive totale contre les Tchétchènes. Puis, ils ont dirigé leur attention vers d'autres ennemis du Kremlin, tels que les partis d'opposition russes et les médias indépendants, et des scientifiques. Des sites, des organisations non gouvernementales, et même des pays étrangers considérés comme critiques envers la manière dont la Russie était gouvernée. Pour Severus, il ne semblait pas que cela ait d'importance qu'il bombarde des partis politiques ou qu'il envoie des messages de spam pour s'enrichir rapidement à des personnes au hasard dans le monde entier. Tout fonctionnait et lui rapportait d'une manière ou d'une autre, et les mécanismes impliqués étaient en grande partie les mêmes. Pendant des années, on disait que Severov devait travailler comme indépendant ou sous contrat pour le gouvernement russe. Surtout en 2007. Lorsque ces vastes réseaux de bots ont été utilisés pour une cyberattaque massive contre l'Estonie. Des années plus tard, des politiciens du mouvement Nachi et du parti au pouvoir Russie Unie ont admis avoir participé à cette attaque. Et Severov a lui aussi reconnu qu'il avait travaillé avec le parti. Les preuves ont alors continué à s'accumuler. Vers la même période que l'attaque contre l'Estonie, Anton Noskov, un programmeur moscovite, a copié le site web Civil Anti-Terror de Severov pour le préserver à des fins d'analyse pour les générations futures. Même lorsque le site original a finalement été supprimé, la copie de Noskov est restée en ligne. Puis, en mai 2007, il a reçu un appel téléphonique d'un homme du Comité national antiterroriste de Russie, une branche du FSB, qui a dit que ses employeurs étaient très intéressés à collaborer avec Severa et à demander ses coordonnées. Noskov, peu enclin à aider, a préféré raconter son histoire à des journalistes indépendants, révélant ainsi au monde entier que la principale agence de sécurité russe recrutait activement des hackers malveillants. Nebovchov n'était qu'un prototype. Par la suite, de nombreuses autres histoires ont fait état de groupes de hackers criminels et d'individus approchés par le FSB, non pour être punis, mais récompensés par des accords secrets avec le gouvernement. Bien que les détails varient d'un cas à l'autre, beaucoup de ces histoires suivaient un schéma bien connu. Les hackers criminels se faisaient d'abord un nom grâce à leurs activités illégales, comme le vol de cartes de crédit, les opérations de spam, la création de botnets, le piratage de sites web majeurs, l'organisation d'attaques DDoS ou la distribution de malware et de virus. C'était leur façon de prouver leur capacité. Beaucoup se tournaient ensuite vers des attaques à motivation politique. Qu'il s'agisse d'attaques contre des sites web tchétchènes, contre des nations de l'OTAN, contre l'Ukraine ou d'autres cibles. C'était leur façon de montrer que leurs idéologies étaient alignées avec celles du gouvernement. Une fois que le FSB identifiait des hackers qui semblaient avoir des compétences exceptionnelles et des intérêts similaires aux leurs, il les contactait, parfois en proposant une collaboration informelle ou secrète, mais d'autres fois en les recrutant directement dans l'armée de hackers de l'agence, de plus en plus vaste et puissante. C'était une situation gagnant-gagnant. Les hackers profitaient de la protection gouvernementale et de l'immunité, leur permettant de poursuivre leurs activités illicites. Ils bénéficient aussi du prestige, de l'argent et du pouvoir liés au travail pour le Kremlin. L'État, quant à lui, peut déployer certains des opérateurs les plus expérimentés et experts du monde de la cybercriminalité pour exécuter ses ordres, avec tous leurs botnets, malware et infrastructures criminelles déjà prêts pour mener des opérations offensives et des guerres de l'information contre ses ennemis, tant nationaux qu'internationaux. Et comme une grande partie de cela se fait en secret, l'État conserve également un certain niveau de déni plausible. Le Kremlin garde aussi en fin de compte le pouvoir. Si jamais ces mercenaires du cyberespace perdent leur utilité, le FSB peut facilement agir contre eux, ce qui peut inclure des poursuites, l'emprisonnement et l'humiliation publique. Ce fut le cas de Dimitri Doukachev, également connu sous le pseudonyme de Forbes. Forbes venait d'une petite ville et s'est lancé très tôt dans le piratage. Il était un joueur passionné de jeux vidéo et a piraté un fournisseur d'accès Internet local pour obtenir un accès gratuit à Internet. Il documentait aussi ses exploits, rédigeant des billets de blog, des articles, et donnant même des interviews pour partager les détails de sa carrière de cybercriminel. En 2002, par exemple,
Il a commencé à travailler pour un magazine russe de piratage, tout en dirigeant également une opération de carding. Il se vantait souvent de s'introduire dans des sites web et a vite déménagé à Moscou pour mener une vie luxueuse avec ses profits du piratage. Une nuit, Forbes et quelques amis tentaient de détruire des caméras de surveillance dans la capitale russe, lorsqu'ils ont été interpellés par des agents des forces de l'ordre. Il s'est avéré que l'un de ces agents travaillait avec le FSB, et dès qu'il a commencé à discuter avec Forbes, les bases d'une relation mutuellement bénéfique ont été posées. Au cours des années qui ont suivi, Forbes est devenu un collaborateur actif de l'agence. Il a évolué vers un poste d'employé. Au centre de sécurité d'information du FSB, il surveillait, trouvait et recrutait d'autres cybercriminels qu'il estimait avoir les compétences et l'état d'esprit nécessaires pour soutenir les opérations cybernétiques de l'État. Il passait son temps sur les forums de hackers, à lire les messages, cherchant des personnes talentueuses et patriotes pour leur proposer des collaborations avec le Kremlin. Il aurait fait cela pendant plus d'une décennie, recrutant un nombre inconnu de hackers criminels durant cette période. Cependant, en 2016, Forbes semble être devenu plus un handicap qu'un atout pour le FSB. Il a été arrêté, accusé d'avoir transmis des informations classifiées aux États-Unis et inculpé de trahison. Il a clamé son innocence, affirmant qu'on faisait simplement de lui un bouc émissaire, ce qui paraît probable vu l'histoire de la Russie. Mais cela ne l'a pas empêché d'écoper de 6 ans de prison. Il serait raisonnable de penser que l'histoire de Forbes devrait servir d'avertissement aux autres hackers qui envisagent de travailler avec le gouvernement. En réalité, cela ne semblait guère dissuader beaucoup d'entre eux d'accepter les offres du FSB lorsque celles-ci se présentaient. Après l'arrestation de Forbes, de nombreux cas ont été enregistrés au fil des décennies. Et bien d'autres sûrement, non recensés, impliquant des hackers et des groupes de pirates informatiques concluant des accords informels avec le gouvernement russe pour des opérations comme l'ingérence dans les élections occidentales ou le piratage de sites ukrainiens durant la guerre, la diffusion de propagande numérique, le vol d'informations sensibles et la réalisation d'attaques d'extorsion. Il y a par exemple le tristement célèbre groupe de hackers Evil Core, dirigé par un homme nommé Maxim Yakoubets, qui est souvent décrit dans les médias russes comme le hacker qui a volé 100 millions de dollars et qui conduit une Lamborghini dans les rues de Moscou sans aucun risque d'être arrêté. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve qu'il est marié à la fille d'un ancien haut responsable du FSB, qui a utilisé son influence non seulement pour protéger Evil Core de toute poursuite, mais aussi pour l'intégrer au sein de l'agence. De nombreux rapports affirment que le FSB a activement chargé Evil Core de mener des opérations d'espionnage numérique et des cyberattaques agressives contre les pays de l'OTAN au fil des années. En échange, le groupe a été autorisé à mener d'importantes opérations de blanchiment d'argent, d'extorsion, de rançongiciel et de vol à grande échelle en toute impunité. Il y a aussi le groupe de activistes tout aussi notoire, Killnet. Opérant principalement via des chaînes Telegram, Killnet s'est formé en mars 2022, lors des premières phases de la guerre en Ukraine. Et il a ensuite mené de nombreuses attaques DDoS et cyberattaques contre des infrastructures critiques et des sites gouvernementaux dans des pays perçus comme alliés de l'Ukraine, comme la Roumanie, la Moldavie, la Norvège, la Lettonie, les États-Unis et l'Allemagne. Il n'y a pas eu de preuves claires et concrètes liant ce groupe ou son chef énigmatique, Kill Mill, au FSB. Beaucoup de chercheurs estiment que, même sans lien direct avec le service de sécurité, Killnet profite d'une protection du Kremlin, leurs intérêts étant très alignés. C'est la vérité effrayante de la stratégie de cyberguerre de la Russie. Il ne s'agit pas d'embaucher légalement des experts en technologie, de débaucher les meilleurs des grandes entreprises informatiques, ni de former des hackers éthiques dans les meilleures universités. C'est plutôt une entreprise souterraine, mêlant agences gouvernementales officielles et groupes criminels douteux. Négociant secrètement des accords, laissant les hackers diffuser des virus et escroquer des millions de personnes, à condition de servir aussi le Kremlin. Comme souvent avec le Kremlin, c'est une manière de faire des affaires odieuses, mais c'est bien ce qu'on attend du régime de Poutine. Mais ce régime pourrait enfin approcher de sa fin. Vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet dans cette vidéo, qui explique en détail comment même les alliés les plus proches de Poutine ont commencé à se retourner contre lui et exhortent désormais leurs dirigeants à mettre fin à la guerre dès que possible. Sinon, regardez cette vidéo pour voir comment l'Ukraine vient enfin de prendre sa revanche sur la Russie, après 8 ans. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci.